Donc, comme vous avez peut-être pu le constater, c'est un webinaire qui est le fruit d'une collaboration associative. Donc, on va être plusieurs à parler autour de cette table, enfin de cette table, pardon, de cet écran. On aurait bien aimé faire en présentiel, mais l'écran nous permet quand même plus de choses et de vous toucher où que vous soyez en France. Je crois qu'on a des gens qui viennent même du Canada ou de Mayotte. Donc, merci à vous d'être sur des horaires peut-être un petit peu décalés. Donc, c'est une collaboration associative. Donc, vous allez entendre les voix de Chloé, Céline, de l'association Lire. Et vous allez aussi entendre un peu plus tard, je vais hop, vous montrer un petit peu comment va se passer le webinaire. Moi, je vais vous reprendre un petit peu pourquoi on travaille ensemble depuis maintenant 3 ans. Et puis, c'est après que je laisserai la parole à Lire sur les choix des livres, les choix de la bibliographie, l'outil. Alors, j'espère que vous l'avez eu entre les mains. On y reviendra de notre bibliographie et du livret. Et on a demandé à Caroline Masque, qui est maîtresse de conférences et chercheuse en psychologie, qui travaille depuis longtemps sur la lecture pour les enfants déficience visuelle, de vous faire un point autour de l'édition adaptée. Et après, on redonnera la parole à Céline pour qu'elle vous fasse un retour avec des observations, car elles ont pu organiser plusieurs séances de lecture avec des enfants et elles vont revenir un petit peu sur ce qu'elles ont vécu, comment ça s'est passé, et justement pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet de comment on lit avec un enfant qui voit pas ou qui voit mal. Voilà, j'espère qu'il y a encore avec bonjour à tous ceux qui sont en train d'arriver et de prendre en cœur de route. Je redis juste que la réunion est enregistrée. N'hésitez pas à couper vos caméras si vous ne voulez pas apparaître quelque part plus tard et de couper vos micros. Voilà, je vais commencer par vous faire un tout petit historique, mais alors ultra rapide. Hop, pardon. Comme vous voyez avec ce magnifique diaporama et ce magnifique visuel vintage du juillet 1964, puisque vous avez là sous les yeux la première édition de la revue Comme les autres de notre association. C'est donc une vieille association, mais très moderne, vous allez voir, qui s'est créée dans l'objectif de que les parents se retrouvent, se regroupent, défendent leurs droits. Et en 1964 et après, dans les années 70 et 80, l'objectif n'était pas forcément le même que maintenant. C'était notamment de trouver des solutions pour leurs enfants. Et c'est une association qui a, par exemple, créé plusieurs établissements. Actuellement, notre association n'est plus gestionnaire. Les établissements ont été transférés. C'est un vrai souhait du conseil d'administration pour redevenir une association qui ne soit entre guillemets que de parents, avec notamment de quitter l'aspect administratif. Euh, mais les valeurs sont restées les mêmes, comme vous pouvez le voir un petit peu dans le titre de la revue qui était comme les autres, et c'est un terme qu'on utilise encore et que je réutiliserai certainement dans les 2 heures à venir. Alors, on a certaines valeurs, mais notre volonté, en tout cas, c'est de mener des projets pour que les enfants déficients visuels aient toutes leurs chances et les mêmes chances que les autres. Donc, on a plein d'autres projets. On est d'ailleurs une association. N'hésitez pas à nous en renvoyer, à nous indiquer à des familles que vous connaîtriez qui sont concernées pour qu'on puisse les informer. On représente aussi la parole des parents dans plusieurs institutions ou quand les parents ont des situations difficiles, on peut être là en soutien. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Après, depuis donc quelques années, il y a une place un petit peu particulière liée à la lecture dans le projet associatif. Donc, c'est moi qui m'en occupe depuis maintenant plus de 3 ans. Euh, alors, pourquoi la lecture dans un projet associatif de parents d'enfants déficients visuels? Ça peut un peu surprendre peut-être encore en 2024. Et en fait, en 2024, c'est encore un sujet. C'est-à-dire que pour les enfants aveugles ou malvoyants, accéder à l'écrit, accéder aux livres, avoir ce moyen de communication-là reste vital et essentiel. Euh, c'est à leur moyen d'accès au monde va être par la description, par le texte. Donc effectivement, se rentrer dans la lecture est un véritable enjeu encore. Et je pense que Caroline ou Chloé, Céline ne me contrediront pas, ils pourront vous en dire plus. Euh, et notre objectif est toujours dans la même idée de favoriser l'inclusion et que les enfants, avec l'outil de l'écrit et les outils du livre, puissent avoir les mêmes chances et accéder à la même autonomie, à la même citoyenneté que tous les enfants. Alors, une fois qu'on s'est dit ça,
Une fois qu'on s'est dit que la lecture, c'est s'ouvrir au monde, que c'est se donner des clés de compréhension, de donner l'accès à l'ailleurs. Et en fait, tout ce que je dis là, vous êtes certainement en train de le dire tout le temps pour tous les enfants. Je vous dis rien vraiment de très novateur. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est demandé ce qu'on pouvait faire, nous, en tant qu'association. Et en fait, dans les premiers jalons qu'on a voulu mettre en place, on a d'abord voulu organiser une journée autour du livre parce qu'on sait que rien ne remplace le vrai lien, de tisser des vraies relations, de rencontrer les vrais acteurs et de pouvoir vraiment échanger. Et en plus, pour tout vous dire, on était en sortie de Covid, donc tout le monde avait besoin de se retrouver, de mettre vraiment des têtes sur des mots et même sur des livres. Euh, donc, on a organisé ça en septembre 2021. Et on a essayé de faire venir sur ces lieux-là, donc c'était une invitation à toutes les familles d'enfants déficients visuels, de faire venir les acteurs du milieu du livre adapté. Vous les allez les découvrir un peu plus tard et vous les connaissez peut-être déjà un petit peu. Mais moi, mon choix en tant que chef de projet, c'était aussi d'interpeller des associations qui ne travaillent pas dans le champ adapté, qui sont là pour la promotion de la lecture, puisqu'on partage en fait les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Euh, et que ce champ-là soit investi en fait par tous les acteurs de la culture. Et donc, le hasard oui et non, hein, c'est que j'ai cherché un petit peu et j'ai découvert l'association Lire que j'ai interpellés et ils ont tout de suite été partants. Donc ça a été un vrai bonheur et ils sont venus sur cette journée organiser et proposer un moment lecture à nos enfants sur cette journée. Donc Céline vous en reparlera. Ils ont rencontré plein d'enfants d'âges différents, avec des déficiences visuelles différentes. Et je pense que ça a été un vrai déclic dans nos deux pratiques, la mienne et la leur. Et ensuite, suite à cette journée, ben, moi, je me suis aperçue que l'association utilisait des outils comme le livret Lire avec mon bébé, que Chloé vous montrera peut-être tout à l'heure, où on va vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez le voir, qui est au téléchargement, hein, Lire avec mon bébé. Voilà, Chloé le met derrière elle. Ouais. Quelle drôle d'idée. Et des bibliographies pour donner des pistes, parce que des fois, on peut être un petit peu perdu dans la production éditoriale enfantine. Euh, Hop. D'ailleurs, je m'aperçois que j'en oublie de tourner je vous parle et j'en oublie de tourner mon diaporama. Euh, et tout de suite, on s'est dit, nous, à l'association, que ça servait à rien de recréer des choses qui existaient déjà et qui étaient très bien faites. Et on a souhaité faire une déclinaison de ces outils-là. Donc, on a tout de suite réfléchi à prendre le livret et en faire un. Donc, j'espère que vous l'avez vu, que vous l'avez vu. Donc, il est à dispo en numérique sur notre site, mais on en a aussi des exemplaires papier qu'on peut vous faire parvenir. Et j'en oublie aussi quelque chose d'important. Grâce au soutien de la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture, on a pu en faire parvenir un exemplaire papier à toutes les bibliothèques cet été. Et c'est eux aussi qui nous permettent de tenir ce webinaire aujourd'hui. Donc on leur dit un grand merci parce qu'on n'aurait pas pu faire tout ça sans eux. Donc si jamais votre bibliothèque l'a pas reçu, ce qui est quand même possible, puisque des fois il y a des petits aléas dans les trajets postaux, vous n'hésitez pas après à me contacter ou à contacter notre association et je vous en ferai parvenir. Et on a travaillé, et là, j'en dirai pas beaucoup plus parce que c'est Chloé qui va vous en parler. On a travaillé donc sur une bibliographie de livres classiques parce que c'était vraiment important pour nous de se dire que dans la production éditoriale classique, on pouvait trouver des livres pour nos enfants. Donc, suite à ça, on a tous continué notre chemin. Alors, nous, notre association, un peu plus sur Lyon, et puis l'association Lire Plus sur l'Île-de-France, pour proposer des expériences de lecture aux enfants déficients visuels. Et notre souhait, et d'ailleurs, je vais vous montrer juste quelques images. Nous, sur Lyon, on a organisé 2 sorties en bibliothèque avec des familles, où vous pouvez voir des enfants à gauche, à Villeurbanne, et à droite, sur la Pardieu, en train de découvrir des livres et des outils. Hop, je reviens juste en arrière. Et en fait, notre souhait maintenant avec ce webinaire, c'est de vous partager ce qu'on a pu vivre, vous donner envie, vous donner quelques clés, et puis de continuer certainement ce parcours avec vous pour que les enfants déficients visuels puissent avoir accès aux livres dès le plus jeune âge. Je pense que je vous ai dit le plus important de mon côté. Je vérifie quand même mon petit papier au cas où. Et je vais laisser la parole maintenant. Je vous relaisse ces magnifiques photos. C'est toujours beau des enfants en train de lire. On a tous des ordinateurs pleins de photos d'enfants en train de lire.
Et puis, je vais laisser la parole à l'association Lire qui va se présenter et vous parler de nos choix bibliographiques. Merci Amandine. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, du côté de l'association Lire, je vais vous présenter très très rapidement l'association. Donc nous, on existe depuis 25 ans et c'est une association qui salarie 9 personnes et qui travaille avec une quinzaine de bénévoles. Et nous sommes spécialisés dans la lecture avec les très jeunes enfants, les tout petits, et les adultes qui prennent soin d'eux, donc que ce soit les parents ou les professionnels de la petite enfance, de l'éducation, de la santé. Euh, Comme l'a souligné Amandine, on a des valeurs communes avec la NPEA. Et en fait, nous étions très très enthousiastes quand nous avons été contactés. Comme l'a rappelé Amandine, 2021, c'est aussi la sortie et aussi la continuité des confinements de 2020. Donc c'est l'occasion aussi pour nous de retrouver du public et puis aussi de nous confronter à un nouveau public puisque bien que nous ayons au fil de nos médiations rencontré soit des parents aveugles ou malvoyants, soit des enfants, on avait très très peu travaillé avec des familles concernées par le handicap visuel. Et de même, bien que nous connaissions à l'époque, les maisons d'édition spécialisées, nous n'avions pas d'exemplaires de leurs albums. En fait, en général, on les empruntait en bibliothèque et en fait, on les connaissait pas si bien que ça. Donc, c'était vraiment une très très belle occasion qui nous a été offerte en 2021 pour aller un petit peu plus loin dans nos pratiques et re-questionner aussi à la fois les livres que l'on lit avec les enfants et l'accompagnement qu'on leur offre. Du coup, je te laisse de nouveau la parole, Amandine, ou est-ce qu'on passe Oui, moi je vais la passer tout de suite à Chloé et arrêter le partage chez moi pour que Chloé puisse vous montrer un petit peu les couvertures des livres dont on a fait, qu'on a fait ensemble, dont on a fait la sélection. Hop. Alors, je lance le partage, vous me dites si on est bon. J'ai plein de trucs ouverts. C'est tout Voilà, bon, Chloé. c'est tout bon. Alors, hop, Quand... voilà. Toi, Ouais, juste, voilà, parfait. voilà. Alors, oui, donc la demande d'Amandine, c'était de s'appuyer sur notre connaissance de la littérature jeunesse pour trouver des livres adaptés dans le fond classique. Ce qui nous a posé question d'entrée, c'est que ce qui définit l'album jeunesse pour nous, c'est que l'image est prépondérante, qu'elle est narrative, qu'elle participe à l'histoire et le rapport entre le texte et l'image. Là, je vous ai mis un exemple. Mon papa n'a peur de rien, pas même du grand méchant loup. L'image montre effectivement le papa qui chasse le grand méchant loup, mais aussi à l'arrière-plan, on voit le petit chaperon rouge, les trois petits cochons. Donc l'image participe au récit. Donc on s'est posé la question, comment ça va pouvoir fonctionner avec des enfants qui voient pas ou peu ou pas totalement l'image. Alors, évidemment, il y a des albums tactiles des éditions spécialisées, même en or, et j'ai un trou. Et les doigts qui rêvent. Caroline Mascle va vous en parler tout à l'heure. Mais voilà, la demande, c'était dans le fond général. On a cherché et d'entrée de jeu, ce qu'on a très très rapidement compris, c'est qu'on n'allait pas pouvoir faire une liste qui convienne à tous les enfants parce que il a été très clair dès le début qu'il n'y a pas deux enfants déficients visuels qui se ressemblent, euh, comme les autres, j'ai envie de dire, pour reprendre la phrase d'Amandine tout à l'heure, euh, et qu'il y a toujours des spécificités. Il peut y avoir des troubles associés, il peut y avoir aussi des questions de langue avec des enfants allophones, par exemple. Donc, la tentative de liste que nous vous proposons, c'est un début de travail qui demande à être complété. C'est loin d'être exhaustif et ça va convenir à certains enfants et pas à d'autres. Mais on a quand même essayé de classer et d'avoir un maximum de livres. Alors,
On s'est beaucoup posé la question aussi de nos objectifs qui étaient vraiment l'entrée dans la culture, alors que plusieurs des albums qu'on a choisis relèvent presque du jeu, des livres où il n'y a pas forcément de récit, des livres à toucher. On a estimé que ça rentrait quand même dans nos objectifs, dans le sens où c'est des produits culturels et où c'est des objets de stimulation, des objets d'éveil, et puis ça permet aussi des échanges entre l'adulte et l'enfant. Et donc ça correspondait, on va dire, à ce qu'on recherche. Donc on a édité cette bibliographie de 50 albums et on a essayé de les classer. Vous allez voir que parfois, les catégories, il peut y avoir une certaine porosité entre les catégories. Donc, dans chaque catégorie, je vais essayer de vous présenter quelques titres qui nous ont semblé particulièrement pertinents. Alors, contraste sur brillance découpe, ça, on s'est dit que ça pouvait être une façon de rentrer dans le livre multimodal, puisque les contrastes vont être visibles, y compris par parfois des enfants qui voient très mal. Mais avec les découpes, il y a aussi l'aspect sensoriel et tactile. Donc, ça nous a semblé essentiel et intéressant. Des livres très contrastés pour les petits, il y en a beaucoup dans la production. Et ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que il y en a qui sont sortis du lot, notamment ces deux-là. Les deux sont édités aux grandes personnes, c'était un hasard, mais Une imagie pour jouer de Pascal Estelon et Coucou de Lucie Félix. Alors effectivement, ce ne sont pas des récits, mais c'est des albums qui ont une dimension tactile assez importante. On a pu observer les enfants qui touchent, qui grattent, qui lèchent pour les plus petits, mais aussi qui se font des cabanes, qui expérimentent le bruit que ça peut faire avec notamment Coucou, celui que vous voyez en bas. Donc c'est un livre avec des pages cartonnées dans lesquelles il y a des découpes et ces découpes sont remplies d'un morceau de plastique coloré ou non. Et donc, quand on touche le plastique, quand on tapote, ça fait pas le même bruit que quand on touche la partie cartonnée. Donc, ces albums-là, ça fait partie de ceux sur lesquels on était sceptique parce qu'il n'y a pas de récit et qui ont été beaucoup appréciés sur le terrain et sur lesquels on n'est plus du tout sceptique. Alors, dans les contrastes, les surbrillances, les découpes, là, c'est plus les contrastes. Portrait d'animaux est sorti du lot aussi, peut-être plus pour son très, très grand format, qui rend les images extrêmement lisibles, même de loin. Et puis, on a eu une expérience qu'on a trouvée intéressante, c'est que nous, en fait, toutes les séances qu'on a pu faire de lecture ont amené de l'inattendu pour nous. Il y a toujours eu des choses qu'on a pu observer qu'on n'avait pas du tout anticipées. Et par exemple, avec cet album-là, on a vu un papa qui a utilisé le livre pour évaluer la vision de son enfant, puisque c'est un enfant qui a une vision évolutive. Et donc, pour voir un peu où il en était, il a utilisé ce livre-là. D'une façon générale, les pratiques parentales avec les livres qu'on a proposés nous ont souvent pas interpellés, surpris en tout cas, agréablement surpris. On s'est aperçu que les parents s'approprient très bien les albums qu'on leur proposait, comme leurs enfants. Alors, dans le contraste, celui-ci sort également du lot pour son très grand format, donc c'est Pinicho Wanishba de Thierry Dedieu. Il joue beaucoup sur la sonorité aussi, puisque c'est une collection qui présente beaucoup de comptines. Donc là, par exemple, on a une double page où le texte dit Pinisho Wanishba Libunish Nioniba. Et en vis-à-vis, en très très grand format, on a une image très contrastée en noir et blanc où on voit trois oiseaux imbriqués les uns dans les autres. Le texte amène de l'étrange, du bizarre, de l'incompréhensible, et en fait, l'image aussi qu'on soit voyant ou non, parce qu'on voit une espèce de créature. En premier lieu, on voit une espèce de créature étrange. Ça a bien fonctionné aussi avec les enfants. Alors, la question de la musicalité, bien sûr, elle était au centre de nos préoccupations, mais de ce point de vue-là, c'est de toute façon une recherche qu'on a tout le temps sur tous les albums, pas spécialement pour un public déficient visuel. Donc, on n'a pas forcément mis dans la bibliographie des albums qui sont destinés à l'oralité, parce que sinon on aurait pu mettre quasiment tout notre fond de livre, quoi, puisqu'on cherche toujours des textes agréables à lire. Mais celui-ci, il y avait le double aspect, effectivement, l'oralité qui accroche l'oreille de l'enfant, et puis les images
qui peuvent attirer l'œil, même si elles sont vues partiellement ou de façon floue. Alors dans nos catégories, il y avait aussi les pop-up. Alors les pop-up des éditions non spécialisées sont pas faits pour être explorés avec les mains. C'est même plutôt en général quelque chose qu'on essaye d'éviter parce que souvent ils sont fragiles. En tout cas, les images ne sont pas pensées pour être compris grâce au volume et grâce au relief. Mais associées au texte, associées à la vue, même si elle est imparfaite, et avec l'accompagnement d'un adulte, on a trouvé que c'était intéressant et que ça a amené une autre façon aussi de s'approprier le livre. Et effectivement, les enfants s'en sont emparés. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait eu de l'inattendu pour nous dans les pratiques de lecture qu'on avait pu observer. Il y a eu aussi de l'inattendu pour les parents, puisqu'on a eu par exemple une maman qui nous a expliqué que sa petite fille avait peur des pop-up. Et pendant qu'elle nous expliquait ça, sa petite fille était en train d'explorer ce livre-là, Dis pourquoi tu boudes, dans lequel les images sont en pop-up. Elle est en train de le toucher et visiblement ça ne lui faisait pas peur à ce moment-là. Peut-être on s'est posé la question parce que il y a une espèce de crescendo dans le livre. On commence par une toute petite souris qui apparaît au bas de la page et les animaux sont de plus en plus grands. Donc peut-être que le fait qu'il y ait une entrée dans le volume qui commence par la petite souris, ça lui a permis de ne pas avoir peur. Et puis peut-être aussi que elle avait grandi depuis la dernière fois qu'elle avait exploré un album pop-up avec sa mère. Alors, autre catégorie, ça, c'était une demande assez forte d'Amandine. Je me souviens, elle avait envie qu'on trouve des albums à sentir. On a été en difficulté. Je pense qu'il y a un petit vide éditorial au niveau des albums à sentir. Alors, on a trouvé Jardinet, qui, a priori, nous a beaucoup plu parce que c'est Betty Bonne. C'est une vraie illustratrice. C'est-à-dire qu'on cherchait dans quelles que soient les exigences liées à la spécificité des enfants, nous, on ne veut pas sacrifier la qualité littéraire et graphique. Donc, on cherchait des livres qui ne soient pas juste un produit avec le côté gadget de l'aspect à sentir, mais qui soient aussi beaux que tous les livres qu'on propose tout le temps. Donc, Jardinet nous a semblé correspondre à, à nos attentes de ce point de vue-là. C'est Betty Bonne, c'est une illustratrice qu'on apprécie. C'est édité par la Réunion des musées nationaux. Ça s'est révélé assez décevant sur le terrain. Donc concrètement, dans les pages du livre, il y a 8 petites pastilles à gratter avec quelque chose à sentir. Quand on les gratte, ça doit dégager une odeur. En pratique, ça n'a pas dégagé grand-chose. La plupart des odeurs sont très difficiles à identifier, voire on les sent pas du tout. Et de quelle couleur est le vent? On l'a trouvé aussi particulièrement intéressant parce que c'est l'histoire d'un petit géant aveugle qui essaye de savoir comment est le vent. Les réponses sont extrêmement poétiques. Il y a du braille sur la couverture. À l'intérieur, il y a un aspect tactile et à toucher. Cela dit, l'aspect tactile, donc c'est pas une maison d'édition spécialisée, l'aspect tactile est extrêmement ténu. Et sur le terrain, on s'est aperçu que les albums des éditions spécialisées éclipsaient complètement ce type de livres qui ne sont pas véritablement pensés pour être découverts par le toucher. Alors, les chemins à suivre et à construire, ça fait partie des catégories aussi, et les livres à construire, ça fait partie des catégories qu'on a identifiées tout de suite. Après, vous allez voir peut-être dans ce que dit Caroline que la représentation d'un chemin vu d'en haut pour des enfants déficients visuels ou aveugles, et c'est pas forcément pertinent. Ils vont pas forcément comprendre que c'est un chemin qu'on leur montre, puisque ça correspond pas à leur expérience. Le chemin, ils marchent dessus, mais ils le voient pas à distance. Par contre, dans ce livre-là, il y a effectivement l'aspect tactile qui fait que les enfants vont pouvoir suivre avec le doigt le chemin, et ça fonctionne assez bien. C'est une expérience de motricité fine qu'on a trouvé assez pertinente et assez sympa. Bah, vous voyez aussi, j'ai parlé un peu de la porosité des différentes catégories. Vous voyez que là, je vous ai mis un livre qui était dans la catégorie contraste et surbrillance, mais qui pourrait aussi rentrer dans la catégorie chemin à suivre et livre à construire. Et puis, ça aussi, c'était important pour nous. On voulait des livres qui puissent évoquer le handicap ou plus largement la différence. Des livres qui s'adressent à tous et pas forcément aux enfants porteurs de handicap.
des livres dans lesquels les enfants puissent se reconnaître et les familles, sans jamais, là encore, sacrifier à nos exigences de qualité littéraire, graphique, des histoires. On voulait pas du tout le livre à thème qui explique comment c'est la vie d'un enfant déficient visuel, qui colle un peu à la réalité, mais sans fantaisie ou sans imaginaire. Donc, on a choisi des livres qui sont des œuvres littéraires à part entière euh, et qu'on veut plutôt facteur d'émancipation pour les enfants et ouverture sur l'imaginaire. C'est pas forcément des livres qui ont été les plus choisis pendant nos séances de lecture en partenariat avec la NPEA et quand on avait affaire à des enfants déficients visuels. C'est pas non plus ce qu'on a le plus amené d'ailleurs pour ces séances de lecture, mais on pense qu'ils sont intéressants à connaître, à faire connaître et, euh, encore une fois à lire, bah, comme tous les autres d'ailleurs, à lire à tous les enfants, évidemment. La partie sur les livres touche à sa fin. Je vais laisser la place à ma collègue Céline Trouchard, qui va pouvoir vous Non, c'est parler. Ah non, c'est pardon, moi. c'est Caroline Masque qui... Pardon, excusez-moi. Je reprends la parole de juste 2 secondes pour réagir aux propositions à ce que Chloé vient de vous dire. Juste pour rajouter une petite anecdote sur le livre, par exemple, des animaux. Je ne sais plus le titre exact, Chloé, tu me corrigeras. Moi, j'avais assisté à un moment hyper émouvant où, parce qu'on pense, là, on vous parle des enfants, mais du coup, on peut avoir aussi une petite pensée aux parents qui auraient eux aussi une déficience visuelle. Et j'avais pu assister à un moment où c'était un homme d'un certain âge très malvoyant et qui avait pu, c'était la première fois de sa vie qu'il pouvait lire une histoire à un enfant grâce à ce livre-là, parce que du coup, le grand caractère lui permettait de la lire. Sur le portrait des animaux, c'est ça, Chloé? Ouais, je mets Donc, le titre et les références complètes dans le chat. ouais. Petite pensée aussi aux parents, voilà, qui ont pas, qui lisaient une petite fille tout à fait voyante, hein. Donc, où ça peut être aussi intéressant d'utiliser certains livres pour favoriser ce lien-là aussi, et quand on a des livres qui sont accessibles. Je réagis aussi, on en reparlera beaucoup, j'en parlerai beaucoup à la fin. Par exemple, on a cherché effectivement des grands formats, comme c'est les deux dieux, hein, qui sont les formats de dieux qui sont très grands. Ça fonctionne super bien pour certains enfants et en fonction de certaines déficiences visuelles, les grands formats peuvent être très déstabilisants. Pour les enfants qui explorent avec les mains, le grand format, voilà. Et pour certains enfants qui ont une vision avec une vision tubulaire où on voit juste sur une toute petite zone, chercher, essayer de reconstruire l'ensemble de l'image, mais avec l'explication de Caroline, vous allez mieux comprendre. Et je tiens aussi à juste dire un dernier mot, parce que du coup, Chloé l'a évoqué sur un des livres où certains éditeurs classiques peuvent proposer un peu de relief. Il faut savoir que il faut vraiment avoir une petite vigilance sur le fait que ce relief peut être, tu parlais de gadgets, et c'est vrai que des fois, pour nos enfants, là, quand ils voient pas bien, le relief, il faut quand même qu'il soit, il n'est pas toujours pertinent. Et j'attire votre attention aussi sur certains livres classiques où on peut mettre du braille et où le braille n'est pas lisible. Voilà. Alors, nous, en tant que voyants, on l'a pas forcément en tête. Il y a une référence très connue qu'on retrouve dans toutes les bibliothèques de France, qui est super. C'est un très bel album et qui est super, mais plus pour faire de la sensibilisation, j'allais dire, à des enfants voyants, parce que le braille n'est absolument pas lisible du bout des doigts. Donc juste cette petite info sur la vigilance à avoir sur la production enfin les offres qu'on vous propose. Ouais, je Donc, voulais je crois que rebondir rapidement sur le fait qu'effectivement, les très grands formats, c'est pas forcément adapté pour tous les enfants déficients visuels. C'est quelque chose qu'on a constaté sur quasiment toutes les catégories. mm, Les matières à toucher, il y a des enfants qui en sont ravides et même qui ne cherchent que ça dans nos livres, et d'autres qui sont pas à l'aise avec le toucher, par exemple, qui retirent la main si on veut poser. Voilà. Donc, à chaque fois, on est dans une adaptation constante à l'enfant qu'on a face à nous. Comment s'appelle ce livre peu adapté? Je sais pas si on peut. alors, on peut le dire parce que vraiment, C'est je le veux livre pas du noir des tout. couleurs. C'est ça, c'est le livre noir des couleurs. J'ai plus l'auteur en tête. Ça reste un bel album à utiliser avec vos enfants, mais pas dans l'idée.
de se dire que un enfant brailliste va le lire. Voilà. Juste, il est pas lisible pour un brailliste, même avec toute bonne volonté. Du coup, j'en profite. Alors, pourquoi il n'est pas lisible? Je vois rapidement dans le chat. Parce qu'en fait, le braille n'est pas assez en relief. Il est trop plat. On peut pas le décrypter. Voilà. Les gens sont très forts au toucher quand on est brailliste. Ils développent un sens tactile. Et là, Caroline va tout vous expliquer. Mais ils sont pas magiciens non plus. Donc, si le braille dépasse à peine de la page, il n'est pas lisible. Je vais laisser du coup, après cette présentation de nos choix à l'époque, en 2021-22, je vais laisser la parole à Caroline, qui, elle, va vous refaire le point sur tout ce qui existe en édition adaptée. Caroline, je te laisse, je me coupe la chic et je te laisse partager et activer Ça ton son. marche, merci. Alors, est-ce que c'est bon pour le partage? Ok. Oui, alors l'idée, c'est de montrer la démarche de recherche qu'il y a en partenariat avec les maisons d'édition qui permettent ensuite de créer ces livres adaptés. C'est-à-dire comment on en est arrivé là et à faire les images de cette façon en pensant que c'était euh, une façon de rendre les images plus adaptées et puis quelles sont les problématiques que peuvent rencontrer les enfants déficients visuels. Donc, le premier constat qui a été fait dans la recherche, c'est que les images tactiles sont pas si faciles à reconnaître. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on donne un document en relief à un enfant, surtout un jeune enfant, qu'il va réussir à le reconnaître. Alors, il y a trois types d'illustrations tactiles classiques qu'on peut retrouver dans les livres et dans la littérature. Les illustrations en contour en relief, c'est-à-dire qu'on va prendre le contour du dessin et ces contours-là, on va les mettre en relief. Des illustrations avec plusieurs niveaux de relief, donc avec du thermoformage, c'est-à-dire qu'en général, on va utiliser une petite planche en plastique qu'on va mouler en fait sur un dessin et donc on peut avoir du relief qui a plusieurs niveaux. Et la dernière technique qui est la technique des textures, c'est-à-dire qu'on va utiliser des textures pour représenter l'image, pour créer le dessin avec des matières à toucher. Ce qui se passe quand on essaye de proposer des images comme ça à des enfants aveugles, c'est qu'on a un taux d'identification qui est assez faible, donc aux alentours des 30%. Ça veut dire que sur toutes les images qu'on leur avait proposées dans cette étude, ils n'en ont reconnu que 30%. Donc l'idée, c'est de se demander pourquoi on a ça, pourquoi on a si peu de reconnaissance et qu'est-ce qui peut poser problème sur la reconnaissance des images. Alors la première, en fait, il y a deux pistes dans la recherche, deux hypothèses qui sont complémentaires finalement. Le fonctionnement du système haptique et puis donc c'est une hypothèse plutôt perceptive dans la perception du toucher et l'autre hypothèse qui est plutôt interprétative sur comment on comprend les images. Donc la première hypothèse qui est perceptive sur le fonctionnement du système haptique. Donc le système haptique, en fait, c'est le système qui réunit le toucher, c'est-à-dire vraiment ce qu'on sent sur la peau, et les mouvements d'exploration qu'on va faire. Donc c'est-à-dire qu'on récupère à la fois de l'information cutanée et de l'information qu'on appelle proprioceptive, c'est-à-dire l'information sur le placement de notre corps dans l'espace. Et c'est ces mouvements d'exploration qui nous permettent de récupérer de l'information. Et donc, pour récupérer de l'information, on va pouvoir mettre en place différentes procédures exploratoires qui nous permettent d'avoir différentes informations sur ce qu'on est en train d'explorer ou de toucher. Donc, on va frotter pour avoir de l'information sur la texture disons, un objet qu'on touche, on va le frotter pour avoir l'information sur sa texture, on va appuyer dessus pour voir s'il est plutôt dur, s'il est plutôt mou. On va poser sa main dessus, on va pouvoir aussi avoir l'information sur sa température, est-ce que c'est quelque chose plutôt froid, plutôt chaud. On va pouvoir l'attraper, le soulever et on aura de l'information sur son poids. On va pouvoir le prendre en main aussi pour avoir une idée de sa forme globale. C'est-à-dire, si j'attrape un objet, je peux savoir s'il a plutôt une forme cylindrique, carrée ou autre, juste en l'attrapant. Et ensuite, si on veut avoir exactement la forme de l'objet, bah, dans ce cas-là, on va, avec son doigt, suivre tout le contour de l'objet petit à petit pour avoir vraiment une représentation de quelle est sa forme globale. Toutes ces procédures d'exploration, en fait, elles nous permettent d'être assez efficaces dans la reconnaissance des objets de la vie quotidienne. Dans les études, on est proche de 100% de reconnaissance d'objets de la vie quotidienne. Je pense que vous avez tous déjà fait
l'expérience de chercher quelque chose dans votre sac en regardant pas, ben, on arrive facilement à trouver sa gourde, sa trousse, son stylo. On fait la différence entre tous les objets. C'est parce qu'en fait, ces objets, on a beaucoup d'informations dessus, leur texture, leur dureté, leur température, leur poids et leur forme globale, et ça permet de les distinguer et de les reconnaître avec toutes ces informations. Donc, quand on a toutes ces informations, on arrive assez bien à reconnaître des objets et voilà, à reconnaître des objets par le toucher sans les voir. Maintenant, quand on propose des dessins en relief, donc par exemple ici des images en contour en relief où on prend un dessin, puis voilà, on met juste le contour, finalement, déjà, on passe d'un objet 3D à un objet 2D qui est représenté à plat sur du papier avec juste des contours. Donc cet objet, dans ce cas-là, n'a pas de texture, il n'a pas de dureté, pas de température, pas de poids et pas de forme globale, puisque c'est une représentation 2D. Et donc, le seul mouvement exploratoire qu'on va pouvoir faire, c'est le suivi de contours. C'est-à-dire qu'on va devoir explorer tous les contours petit à petit avec son doigt. Et donc là, chez des adultes, on tombe à 50% de taux de reconnaissance de ces images-là, quand on est proche de 100%, quand on a des objets de la vie quotidienne. Alors, pourquoi cette procédure de suivi de contours, elle est assez compliquée à mettre en place. Ça ne veut pas du tout dire que c'est impossible, c'est juste que c'est assez coûteux cognitivement parce qu'en fait, on récupère l'information petit peu par petit peu avec ce qu'on touche sous le doigt et ensuite, on doit se représenter dans sa tête l'image globale de l'objet. On doit mettre les petites pièces de puzzle les unes après les autres pour avoir l'image globale. Donc, je vous ai proposé une simulation pour les personnes qui voient à l'écran, qui sont avec nous. Cette simulation vous propose de voir en fait ce que ça pourrait faire, de voir petit à petit. C'est aussi une simulation de ce que c'est la vision tubulaire pour des enfants qui voient un tout petit peu et vous allez voir que finalement, c'est pas si facile. Donc, je vais vous présenter une image que vous allez voir par juste un petit trou et vous allez essayer de deviner ce que c'est. Voilà. Donc, je vous mets maintenant l'image comme on la verrait en tant que voyant, hein, où on a toute l'information d'un coup. Donc voilà, donc, bon, je vous vois pas avec la visio, mais en général, ce qui se passe, c'est que au début, on est totalement perdu, puis on commence à avoir des indices. Quand on voit le bas du corps, on se dit, ah tiens, c'est un insecte. On commence à faire des hypothèses, et puis quand on arrive sur les antennes en haut, on se dit, ah oui, c'est un papillon. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place une, une stratégie un peu de devinette, c'est-à-dire je vais essayer d'aller trouver des indices pertinents qui me permettent de représenter, de reconnaître cet objet. Et donc, à partir de ça, on le reconnaît. Mais on voit bien qu'il y a vraiment une stratégie à mettre en place, qu'il y a un coût cognitif qui est là, contrairement à quand je vous montre l'image globale d'un coup, où il n'y a pas cette stratégie de devinette qui est mise en place, où on a directement toutes les informations. Et puis de la même façon, je pense que si je vous demandais là de redessiner exactement le papillon que vous avez vu, vous n'y arriverez probablement pas à refaire tout le dessin des ailes, etc. Parce qu'en fait, cette stratégie de devinette nous a permis de ne pas avoir à faire cette représentation globale de l'objet juste en allant chercher des indices pertinents. Mais donc, c'est ce qui fait que ça peut être compliqué dans la reconnaissance si on veut avoir accès à la forme globale ou si on ne repère pas ces indices pertinents qui nous permettent de reconnaître les objets. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on va devoir explorer des images en contour en relief, ça va être assez compliqué. Et là, vous avez les résultats de recherche donc chez des enfants et des adultes, ou dans ce qu'on appelle visual 2D, c'est-à-dire la partie qui est en noir, enfin les points noirs, c'est ce que je viens de vous faire. C'est-à-dire, on a mis des personnes dans une situation où ils regardaient comme par un petit trou de serrure les images. Et puis, la situation haptique 2D, ben, c'est des images en contour en relief qu'on a proposées. Ce qu'on voit, c'est que déjà la reconnaissance, quand on regarde par un petit trou de souris, même chez des adultes, on ne reconnaît pas tous les objets, mais on arrive quand même mieux qu'avec avec le toucher. Mais chez des enfants, en fait, c'est la même chose. On a les mêmes résultats, c'est-à-dire que les enfants ne reconnaissent que très peu d'objets parce qu'en fait, ces enfants-là, enfin, quand ils sont jeunes, ont des capacités en mémoire de travail. Ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est la mémoire qui va stocker les informations dont on a besoin à un moment pour faire une opération, enfin pour faire une opération, une tâche, est très faible. Donc ça veut dire que tous les petits bouts qu'on repère,
ben, nous, adultes, on va réussir à les garder en tête un petit peu, mais les enfants vont pas réussir à les garder autant que nous en tête. Et donc, ils arrivent à un moment du dessin où ils ont déjà oublié tout ce qu'ils ont touché avant, puisque leurs capacités en mémoire sont pas encore bien développées. Donc, il faut aussi vraiment ici faire la différence entre des enfants, des ados et des adultes, ce qui n'a rien à voir en termes de capacité pour reconnaître les images. Donc, nous, on se place vraiment ici dans le contexte des jeunes enfants qui ont des capacités limitées euh, de mémoire de travail et d'exploration. Maintenant, on a vu dans cette étude quand même que les images en contour en relief étaient quand même moins bien reconnues que les images en texture. Donc, les images en texture seraient mieux pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on l'a dit, hein, les images en contour en relief, la seule procédure exploratoire qu'on peut mettre en place, c'est le suivi de contour, qui est, comme on l'a vu, assez coûteux, sachant que je vous le rappelle, hein, vous êtes des adultes, donc vos capacités sont bien meilleures que celles des enfants. Euh, alors que quand on a la texture, finalement, ça permet quand même d'avoir des informations du coup, sur la texture, sur la dureté quand même selon la texture qu'on va mettre, sur la température de cette texture, et puis ensuite effectivement la forme globale, mais ça nous donne quand même plus d'informations sur l'objet que les contours en relief simplement. Et donc ça peut expliquer pourquoi on va mieux reconnaître les images. L'autre hypothèse, c'est aussi que les images en texture, vu qu'elles remplissent toute la forme, ça évite de confondre l'intérieur de l'image de l'extérieur, et puis ça permet de délimiter les zones. C'est-à-dire la crinière du lion n'est pas dans la même texture que le corps du lion, ce qui fait que quand on arrive sur la crinière, on sait qu'on est dans une zone différente, ce que ne permet pas les images en contour, ce que ne permet pas les images en contour en relief. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, dans les éditions adaptées, pour les enfants, vous allez quasiment toujours trouver des images en texture, hein, puisque c'est un petit peu plus facile à reconnaître pour les enfants. Et ensuite, plus les enfants vont grandir, plus on va peut-être aller vers des images en contour en relief, puisque après, quand ils seront à l'école, au collège, au lycée, ils devront explorer de toute façon des schémas ou des graphiques ou des choses qui sont type contour en relief. Donc, il faudra quand même un moment qui passe par là. Mais quand on est chez des jeunes enfants, qu'on veut que l'entrée dans la lecture, du loisir et du plaisir, on cherche vraiment plus quelque chose de plus simple à reconnaître que d'aller dans le compliqué. Donc ça, c'est pour la partie perceptive. Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'arrive à identifier ce que j'ai sous le doigt? Est-ce que j'arrive à mettre à reconnaître ce que j'ai sous le doigt? La deuxième problématique qui peut apparaître, c'est les représentations mentales. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent que des personnes à qui on a fait toucher des dessins en relief, à qui on a demandé de les dessiner, donc, et qui les dessinent parfaitement, hein, donc ils ont totalement dessiné la forme qu'ils avaient touchée, n'arrivent pas forcément pour autant euh, à reconnaître ce qu'ils ont touché. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reconnu l'objet quand bien même ils l'ont bien perçu. Donc, pour illustrer ça, j'ai pris un exemple de dessin. Donc, c'est une situation que j'ai mis juste pour illustrer, mais qui est issue des travaux de thèse de Daniel Valente sur le dessin chez des enfants. Euh, et où, en fait, elle a demandé à des enfants malvoyants, aveugles et puis voyants de dessiner des choses et elle a regardé un petit peu ce qui se passe. Donc, je vous ai mis ici une interaction entre deux enfants qui pourrait arriver, mais c'est juste un cas illustratif. Donc, vous avez donc Lucas et Sophie qui jouent à ce jeu de Pictionary, deux qui sont des enfants de 3-4 ans, et puis Lucas pioche la carte, Lucas est aveugle, Sophie est voyante, et il fait un dessin. Donc, je vous mets le dessin là, je vous le décris, donc ce sont un trait vertical et deux traits horizontaux. Donc là, Sophie essaye de deviner ce que c'est. Donc sa première proposition, ça va être de dire, c'est un escalier. Hein, puis Lucas va dire, non, c'est pas un escalier. Bon, le temps se finit, et puis il lui dit, écoute, c'était un bus. Alors là, Sophie, elle est pas contente. Elle lui dit, non, un bus, c'est pas ça, c'est ça. Puis elle lui fait un dessin. Elle lui fait un dessin d'un bus, donc le bus de profil, une forme rectangulaire avec deux roues. Lucas attrape le dessin, et puis lui dit, non, c'est pas un bus, son truc, il n'y a que deux roues. Puisqu'elle l'avait représenté de côté. Et donc, ce que je veux représenter par cette interaction fictive entre deux enfants, c'est les problèmes de compréhension qu'il peut y avoir sur les représentations qu'on se fait des objets et sur les codes graphiques qu'on a appris ou pas. Hein, puisque le code graphique de se dire quand on dessine quelque chose, on doit dessiner sa forme, c'est quelque chose qu'on apprend
tant que voyant au fur et à mesure. Donc pour une petite fille voyante qui a toujours vu ça, qui a toujours vu des dessins faits à partir d'une forme, pour elle, c'est évident que pour dessiner un bus, je vais dessiner la forme qui a le bus. Pour un enfant aveugle qui n'a jamais vu, potentiellement, ce code-là de se dire le dessin, c'est représenter la forme, c'est pas forcément la première chose qui lui vient en tête. Ça veut pas dire que l'enfant ne sait pas quelle est la forme d'un bus. Ça veut dire que quand on lui demande de potentiellement de penser à un bus dans sa tête, il pense plutôt aux aspects perceptifs. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce dessin. Hein, donc le trait vertical, c'est la barre de maintien, laquelle il se tient dans le bus, et puis les deux traits horizontaux, ce sont les deux marches dans lesquelles il monte pour aller dans le bus. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Dans la thèse de Daniel Valente, vous retrouvez d'autres exemples de dessins de ce type. Vous avez des enfants qui dessinent comme ça et d'autres qui vont dessiner la forme du bus. Ça dépend en fait de s'ils ont compris ce code graphique de le dessin, c'est dessiner la forme. Mais donc, ce qu'on veut dire et ce que montrent les études sur les représentations mentales, par exemple, si on demande à une personne aveugle de parler d'un souvenir ou quelque chose comme ça, elle va plutôt parler des aspects tactiles, auditifs. Et plus elle est malvoyante, plus ça va aller vers ça, alors qu'une personne voyante va tout de suite vous parler plutôt des couleurs, des formes, des représentations, etc. Donc, ça veut dire que quand on demande à un enfant aveugle, pour lui, qu'est-ce que c'est un bus, il va plutôt se baser sur son expérience corporelle, c'est-à-dire, par exemple, ici, les deux marches et la barre de maintien, et pas forcément à la forme. Et en fait, cette entrée qui est différente dans comment on se représente les choses, ça peut aussi poser des problèmes. Euh, Puisque, par exemple, si je vous demande de penser à un fruit jaune, hein, et qu'à la fin, je vous dis, bah, en fait, le fruit, c'était une pomme, c'est vraiment pas la première chose à laquelle vous avez pensé si je vous dis un fruit jaune. Alors qu'une pomme, ça peut être jaune. Vous avez des pommes qui sont jaunes, hein, mais on va plutôt penser à un citron, une banane, etc. Et en fait, les prototypes qu'on a en tête qui régissent nos représentations mentales, c'est la première chose qui nous vient quand on pense à quelque chose. Et ben, c'est ça qui nous facilite la reconnaissance des objets au quotidien. C'est pour ça que si on présente une pomme rouge, elle va être plus facilement reconnue que si on présente une pomme jaune. Alors que la pomme jaune existe et que l'enfant sait qu'il y a des pommes jaunes qui existent. En fait, le prototype qu'il a en tête, c'est la pomme rouge. Donc ça, c'est la première chose, c'est que du coup, quand on propose en plus des dessins en 2D, en relief, où on représente la forme, quand on a des jeunes enfants, c'est pas forcément la première chose qui leur vient en tête, donc ça leur demande d'aller vers les personnes voyantes, vers leur représentation à eux et vers la pomme jaune, du coup, entre guillemets, si je peux faire le parallèle. Et l'autre problématique qu'il y a, c'est du coup quand Lucas a attrapé le dessin et a dit, ben, c'est pas un bus parce qu'il y a que deux roues. Ben ça, c'est lié aussi au code graphique qu'on a en tant que voyant dans le dessin. C'est des codes que les personnes aveugles et malvoyantes peuvent apprendre, mais que n'ont pas forcément des tout jeunes enfants. Hein, le fait que, ben, en fait, quand on voit le bus, de face, on voit que c'est deux roues et les deux autres sont cachés. Cette notion-là, des jeunes enfants vont pas forcément l'avoir encore acquise. Et encore une fois, dans un contexte de lecture, plaisir et de passer un bon moment, le but n'est pas encore d'apprendre ces notions. Et donc, c'est pour ça qu'il peut avoir des difficultés aussi à reconnaître les dessins avec tous ces codes graphiques qu'on met en place. Donc, vous avez ça, vous avez aussi la perspective qui est assez difficile à reconnaître quand on dessine Par exemple, tout à l'heure, le lion qui avait les quatre pattes alignées, en fait, il y a deux pattes devant, deux pattes derrière. Et ben, ça peut être difficile aussi à comprendre. Ce sont vraiment des codes graphiques qu'il faut apprendre. Mais que les enfants voyants apprennent de façon incidentelle, c'est-à-dire qu'ils voient ça tout le temps, donc à la fin ils l'ont acquis, que les enfants malvoyants et aveugles ont plus de difficultés à apprendre, c'est plus un apprentissage formel où on leur dit, ben voilà, c'est une règle, c'est un code, c'est comme ça, et puis au fur et à mesure, effectivement, ils vont se l'approprier et l'apprendre. Donc voilà les deux grosses problématiques qui peuvent être rencontrées quand on essaye de reconnaître des images ici, des images tactiles. Mais on l'a vu avec la simulation de la vision tubulaire, c'est la même chose pour des enfants qui ont une vision très très réduite, où on a une charge cognitive assez importante dans l'exploration des images. Donc du coup, on s'est demandé, et en travaillant avec les maisons d'édition, comment on fait dans ce cas pour créer des images tactiles plus adaptées, ou en tout cas qui vont être adaptées au plus grand nombre pour les enfants. Donc la première piste qui a été développée par Daniel Valente, une collègue de l'Université de Genève et de l'Université de Lyon, c'est la mise en avant des expériences réelles du corps. Donc ça, c'est en lien avec ce qu'elle avait observé dans sa thèse, avec des dessins, par exemple ce bus, ou alors une fourchette où on va représenter juste les 4 points piqués, ou d'autres dessins qu'elle a observés, en disant, en fait, ils mettent en avant leur expérience du corps avec l'objet. Donc dans les images, on va aussi essayer de faire ça.
Et ce qu'elle a vu, c'est que, donc, avec des images, voilà, au lieu de représenter une balançoire comme on la ferait en dessin avec des textures, on va vraiment demander à l'enfant de pouvoir faire le mouvement de la balançoire. Et avant d'avoir créé ces images, elle avait fait des recherches pour voir si, voyants, malvoyants et aveugles, on avait les mêmes simulations, les mêmes façons de mimer certaines actions. Donc, elle leur avait demandé de mimer, faire du vélo, se balancer sur une balançoire, faire du trampoline. Elle s'est rendue compte qu'on avait des représentations communes. Et donc, si on se base sur ces représentations communes, dans ce cas-là, on évite les problèmes d'incompréhension entre voyants et non-voyants sur l'image. Et donc, pour la balançoire, eh ben, on va se balancer avec les deux doigts. Et là, qu'on soit voyant, aveugle ou malvoyant, on a la même représentation et ça fait écho aussi à des choses dans les représentations mentales. Et donc, elle a vu que ça marchait mieux que des images en texture chez des enfants malvoyants et aveugles. Ils les reconnaissaient mieux. La deuxième piste que j'ai développée moi dans ma thèse il y a quelques années, c'est d'utiliser des textures pertinentes. Parce que ce qu'on a vu, c'est que parfois, effectivement, on met des textures, mais ces textures sont là juste pour colorier les objets. En fait, elles correspondent à rien. Elles n'ont pas de sens par rapport à l'expérience perceptive de l'enfant. C'est juste une matière qui est là pour représenter. Et de se demander, est-ce que vraiment, du coup, la forme, elle est vraiment nécessaire pour les enfants, parce que ça leur demande quand même un effort cognitif d'exploration, que potentiellement ça peut amener à des erreurs d'incompréhension sur de la perspective, manipulation, ou ne pas correspondre aux représentations. Donc, est-ce que si on enlève la forme de l'objet et qu'on propose juste une texture, mais dans ce cas-là, une texture qui est vraiment choisie en lien avec l'objet, est-ce que l'enfant va quand même reconnaître l'image et est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va poser problème? Donc, j'ai proposé des images en fait où on a des images classiques en texture, hein, où on représente tout l'objet avec cette représentation qu'on a toujours de l'animal de profil avec les quatre pattes alignées, etc. Et dans une autre condition, juste le rond de texture. Donc le chat, par exemple, au lieu d'être un chat entier, ça va être juste un rond de fourrure. Le mouton, ça va être juste un rond de laine. Et donc j'ai observé est-ce qu'ils reconnaissaient ces images ou pas. Et j'ai vu qu'effectivement la reconnaissance était assez bonne sur ces ronds de texture et qu'en fait de ne pas avoir la forme, ça ne leur posait pas de problème. Donc du coup je suis partie. Donc là c'était vraiment juste je vous propose des images et puis ensuite on essaie de les reconnaître. J'ai ensuite voulu regarder ça dans le cadre d'un livre et d'une lecture pour voir si ces images pouvaient marcher aussi. Et en reprenant un livre qui a été adapté par les doigts qui rêvent, hein, les petits chapeaux rouges, où on a aussi là des ronds de texture pour représenter les objets. Donc le loup avec un rond en feutrine qui gratte, enfin non pas en feutrine, un rond, je sais plus la matière, mais quelque chose qui gratte un peu, et puis le petit chapeau rouge en feutrine. Donc je vous ai mis là l'image, une image classique et puis l'image adaptée. Et donc au début on a une légende qui va présenter tous les personnages, et puis dans l'histoire en fait ensuite on a juste des petits ronds de texture à toucher. Donc ça, c'est une adaptation qui a été faite d'une version qui existait où c'était des ronds de couleurs qui étaient utilisés pour des enfants voyants. Et ben là, on utilise des ronds de texture avec quelques adaptations et une réflexion qui a été faite. C'est pas un copier-coller, mais une inspiration. Et donc, j'ai testé ça avec des enfants malvoyants et aveugles et dans leur cours de braille avec leurs enseignants. Et on voit que les taux de reconnaissance sont très, très élevés. Et puis qu'ils arrivent aussi à faire ce qu'on appelle des inférences, c'est-à-dire à trouver quelque chose qui n'est pas indiqué dans le texte, mais qui est sur l'image. Donc, qui est souvent problématique dans les lectures si jamais l'enfant ne reconnaît pas l'image et que ce qui est sur l'image n'est pas explicitement dit dans le texte, on perd une partie de la reconnaissance. Et donc là, il y avait des pages comme ça. Donc, par exemple, où le loup, il a mangé donc la grand-mère et le petit chaperon rouge. Et donc, sur l'image, en fait, à l'intérieur de son ventre, on a la grand-mère et le petit chaperon rouge et on voit que les enfants reconnaissent bien ça. Donc, il y a un enfant qui va dire, ah, il y a une bosse. Parce qu'il va dire, bah oui, c'est la grand-mère parce qu'il l'a mangée, elle est dans son ventre. Mais en fait, dans l'histoire, c'est pas explicitement dit que la grand-mère est dans son ventre, c'est juste qu'elle l'a mangée. Et donc, on voit ici qu'avec ces images-là aussi, ça leur permet de faire ces inférences. Donc, du coup, c'était potentiellement une bonne méthode d'illustration. Et donc, à partir de là, dans les maisons d'édition, enfin, et même avant, ils avaient déjà commencé, hein, par exemple, l'exemple du petit chapeau rouge, ils avaient commencé à avoir cette réflexion sur les textures pertinentes et sur le fait de représenter qu'une partie de l'objet, mais avec une texture qui a du sens. Depuis, on retrouve aussi encore plus de livres qui suivent cette idée-là. Donc, vous avez le Where to Spot, le Scratch Scratch et puis Papa Poule, qui sont des livres qui ont été édités par la maison d'édition Les Doigts qui rêvent. Vous avez aussi 1, 2, 3 Banquise, qui est donc cette idée-là chez mes mains en or, où on a, voilà,
pas la forme globale de l'objet, mais juste une texture pertinente pour venir. Et puis ces livres, nous, on les a envoyés dans les familles pour regarder un petit peu comment ça se passait au niveau de la lecture. On discutera plus de ça dans les prochains webinaires. C'était pas la question du jour, mais voilà. Donc ça, c'est pour les idées de recherche qu'il y a eu. Alors, vous retrouvez aussi dans le livre Script Scratch les travaux de recherche de Daniel, où, par exemple, pour la maison, on va représenter une porte qui s'ouvre et qui se ferme. On va pas, enfin, au lieu de représenter vraiment une forme de maison, on va représenter la forme, puisque c'est quelque chose qui est commun chez les personnes, de se dire, ben, la maison, j'ouvre la porte. Une autre piste qui a été explorée, ce sont les livres numériques avec des illustrations qui sont personnalisables. Donc, c'est un projet qui a été développé avec les doigts de Quelle compulsion ce moment-là, on garde. Caroline, on n'entend pas, mais je pense qu'il y a le sous-titrage. Tout le monde peut suivre avec le Ah sous-titrage. non, je pensais qu'on entendait. Non, on a que Ah, ça marche. le Bon, visuel. après, je peux faire le commentaire, je vais faire le Oui, commentaire audio. peut-être, ouais, tout à fait. Donc, l'idée, c'est que les enfants peuvent modifier la police de caractère comme ils veulent, ils peuvent choisir le plan, ils peuvent choisir de mettre des choses pas possibles. Euh, voilà, ils personnalisent tout ça, mais surtout, en fait, il y a une partie sur l'image tactile. Voilà. Donc, au niveau de détail des illustrations, vous êtes, selon les besoins, bon, on peut les mettre en avance avec des détails, on peut avoir des animations, et puis on peut nous répéter. Caroline, je pense que ça prend beaucoup de bande passante, donc du coup, on Ah, n'arrive pas à t'entendre en même temps que ok. que la Bon, vidéo. bah, c'est pas grave. On laisse Est-ce tomber que pour la vidéo. L'idée, c'est juste que, enfin, comme vous avez vu, les livres d'avant étaient pensés dans une optique vraiment tactile, touchée et enfants aveugles, même s'ils ont été évalués avec des enfants malvoyants et que ça marchait très bien. Et là, c'est une initiative qui est plus pensée pour des enfants malvoyants, même si il y a la version audio de tous les livres, donc ça peut aussi être accessible aux enfants aveugles. Mais voilà, l'idée, c'était de faire un travail sur le niveau de détail des illustrations pour essayer d'enlever pour les enfants, selon leur malvoyance, les détails pour qu'ils aient moins de difficulté à reconnaître et puis leur permettre de zoomer facilement, etc. Donc, voilà une autre version d'adaptation qui est plus pensée ici pour un profil malvoyant et dans une idée de personnalisation, puisque vraiment dans la malvoyance, on a des profils très divers. Et donc là, c'est les enfants qui font ce qu'ils veulent. Euh, et donc voilà le processus de réflexion. Et on a évalué ce livre, on a vu qu'il y avait une bonne compréhension. Voilà, l'article n'est pas encore sorti, mais ça va venir. Et je voulais juste finir sur une dernière piste pour rendre les livres accessibles, qui est la conception, c'est-à-dire ben, tout simplement créer les livres avec les enfants. Alors, il y a une initiative avec la maison d'édition Les Doigts qui rêvent et le muséum de Toulouse où, en fait, on donnait les objets aux enfants et puis ensuite, on leur demandait, on leur avait apporté plein de matériel et ils devaient reproduire ce qu'ils avaient touché et à partir de ces reproductions de dessins, on peint. C'était pas moi la chercheuse principale là-dessus, mais mes collègues ont créé les illustrations, les ont mises dans le livre. Ensuite, il y a eu des tests du prototype, etc. On a regardé les procédures exploratoires et tout ça pour essayer de correspondre au mieux avec les représentations que se faisaient les enfants. Et donc, le livre est sorti. Ce livre, c'est les petits explorateurs tactiles au muséum, hein, qui est une initiative, voilà, où ce sont les enfants qui ont créé les illustrations. Et puis, la dernière chose dans la co-adaptation, c'est aussi de co-adapter à la maison avec ses parents. Donc pour ça, on a créé une méthode d'adaptation tactile avec des familles. On a fait des ateliers à différents endroits en France, entre autres avec la NPEA, où en fait on ramenait. Donc l'idée c'était que les familles viennent avec un livre qu'elles avaient envie d'adapter, mais qui n'existait pas en version, enfin qui n'existait qu'en version classique.
Et souvent, les familles, quand on a fait des entretiens pour avoir leurs besoins, etc., nous disaient, ben, nous, on aimerait bien avoir les petits loups, les petits ours bruns, ou ces choses comme ça, des petits livres qui sont pas chers, et puis on peut en acheter, puis tout le monde les a, et puis on a plein de collections, mais c'est vrai que ça n'existe pas en version adaptée. Et l'idée, c'était de venir avec ces livres-là, et puis qu'on essaye de les adapter dans une ambiance un peu do-it-yourself, livre tactile, où on fait du bricolage tous ensemble. Nous, on venait avec ce que j'appelle des nuanciers tactiles. En fait, comme vous auriez votre nuancier de peinture, ben là, c'est des nuanciers avec plein de textures classées qu'on a classées avec des enseignants spécialisés, donc fourrure, lisse, rugueux, etc. Et ensuite, les enfants pouvaient aller chercher le nuancier et puis choisir. Et donc, on ouvrait les livres, on leur racontait, on leur disait, ben, par exemple, ici, pour toi, petit ours brun, il a plutôt de la fourrure, il est plutôt lisse, il est plutôt rugueux, il est plutôt... Voilà. Et ensuite, on allait chercher le nuancier. Et c'était les enfants qui choisissaient la texture. Et ça, c'est dans l'idée des textures pertinentes, euh, des travaux que je vous ai présentés avant, où on se dit, ben, la forme globale n'est pas forcément nécessaire. Donc, ça veut dire que les parents n'ont pas besoin d'avoir des talents d'artistes incroyables. On peut juste faire des rondes textures, des carrés, des triangles, peu importe, des choses assez simples. Tant qu'on utilise une texture qui a du sens pour l'enfant, alors il devrait pouvoir avoir accès ensuite aux illustrations. Et donc voilà, c'était cette idée dans ces ateliers qu'on a fait à différents endroits de faire avec les familles. Et puis ensuite, on découpe les textures, l'enfant l'école, etc., pour qu'ils créent eux-mêmes leur livre tactile. Et puis voilà, juste des petits exemples de ce qui a été fait. Puis je m'arrêtais là. Euh, donc juste, ben, vous avez un rideau, on a mis du tissu qu'on a coupé en deux avec la ronde texture derrière du personnage qui se cachait. Ensuite, on a un petit ours brun où la maman, alors là, c'était une enfant malvoyante, et puis la maman, elle est toute en strass et en paillettes, et puis la petite fille me disait, bah oui, parce que moi, ma maman, elle est toujours bien maquillée, elle a toujours des paillettes sur les yeux, etc. Donc, elle avait envie que la maman dans Petit ours brun soit aussi un peu comme sa maman. Voilà, donc on voit qu'ils y mettent aussi leur propre personnalité et leur propre approche dans ces livres-là, et que ça marchait très bien. On avait passé des questionnaires, et c'est vrai qu'un mois plus tard, les enfants, ils étaient encore à fond dans leurs livres, ils l'avaient montré partout, ils demandaient encore souvent qu'on le lise, qu'on leur lise et tout ça, donc c'est chouette comme initiative, et ça fera l'objet d'un guide qu'on va écrire, qu'on est en train d'écrire sur comment justement faire ces adaptations. L'idée, c'est d'y aller sans pression et de, voilà, qui plaît aux enfants et qui ont envie de toucher parce que c'est eux qu'on choisit. On avait mis aussi, ben, avec Marjolaine qui est là, je crois, qui avait eu l'idée de, quand on dit tu sens bon comme une fleur, un petit sachet de thé. Puis t'es allé chercher des plantes dans le jardin sensoriel de Lidja, voilà, pour mettre l'odeur. Puis même si l'odeur tient pas, c'est juste un sachet de thé, donc bien on peut changer la plante dedans régulièrement et tout ça. Enfin, voilà, c'est dans cette optique de, on peut le faire, on se lance, et il n'y a pas à essayer de faire des super livres. Donc, c'est pas pour concurrencer les livres des maisons d'édition, c'est juste une autre façon de faire, où on a les très beaux livres bien pensés des maisons d'édition, et puis là, des livres qu'on a fait ensemble et qu'on a le plaisir d'avoir fait ensemble et qui correspondent aux enfants. Voilà, c'était Bah, tout pour moi. merci beaucoup, Caroline, à nous avoir présenté tout ça. Et il se trouve qu'on a eu deux questions plutôt Ah, précises ouais. pour toi, Caroline, donc on va te les poser tout de suite et pas attendre la fin. On nous a demandé, alors on demandera peut-être, je crois que c'est Lisa qui a demandé ça sur le chat, on lui demandera peut-être de préciser sa question, mais c'était au moment des reconnaissances des objets. C'est à combien cela correspond avec les objets en plusieurs dimensions au musée? Est-ce un chiffre ou les deux pourcentages présentés? Donc si Lisa est là, elle peut prendre la parole et expliquer, je sais pas, ou le réexpliquer sur le... Est-ce que Lisa est là? J'ai pas compris. Oui, c'est ça, on n'est pas sûr, mais c'était sur la reconnaissance des objets. Lisa, est-ce que je vois oui dans le chat, est-ce que vous voulez prendre la parole directement ou nous réécrire la question? Là? Oui, tout à fait, super. Oui, pardon, j'arrivais pas à mettre le son. Oui, ma question c'était, est-ce que vous avez un chiffre qui, comme ça, je le verrai entre les deux pourcentages qu'on avait eu de reconnaissance entre, c'était quoi? C'était s'il y avait la possibilité d'explorer un objet réel avec toutes les capacités de la main, le poids, les sensations, etc. Il y avait le pourcentage de reconnaissance quand c'était un objet pas du quotidien, inconnu. On pouvait seulement toucher les reliefs sur un livre. Et je pensais aux
aux éléments qui sont mis à disposition des malvoyants dans les musées, où du coup c'est des œuvres reconstituées, et je voulais savoir s'il y avait des chiffres qui étaient connus et qui s'inséreraient potentiellement entre les deux précédents. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Vous voulez parler des œuvres enfin, je suis pas sûre. Par exemple, dans les musées, si on reproduit un tableau et qu'on le donne à toucher à des personnes, c'est ça? Oui, et puis notamment pour les sculptures, du coup, parce que les tableaux, on rentre un peu dans les mêmes problématiques, mais pour les sculptures, Est-ce qu'ils reconnaissent les sculptures? C'est ça que... est-ce que c'est une identification qui est du coup plus facile pour eux et plus proche de la représentation qu'un voyant a, ou pas beaucoup plus que quand on touche seulement une image en relief? J'aurais pas de chiffres à vous donner. Peut-être qu'il en existe, mais je les connais pas. Mais en fait, juste le fait que ce soit quelque chose en 3D, quoi qu'il arrive, si on reprend notre réflexion autour des, pardon, des procédures exploratoires, ben là, on peut avoir la forme globale. Donc, on peut facilement savoir si c'est plutôt rond, si c'est plutôt en pointe, si c'est plutôt pentu. Donc, quoi qu'il arrive, quand on est sur du 3D, c'est plus facile à reconnaître que sur du 2D. Après, j'ai pas de chiffres sur les musées, ça, je saurais pas vous dire. Voilà. Pour compléter, peut-être, je sais que tout ce qui va être lecture sur des plaques relief ou sur des images en relief en 2D, c'est aussi un apprentissage pour les personnes déficientes visuelles. Donc tout le monde n'a pas le même taux de reconnaissance parce que tout le monde n'a pas forcément appris à reconnaître. En fait, c'est pas inné de reconnaître du 2D sur une feuille et de se reconstruire une image mentale réelle. Ça demande tout un apprentissage pour les enfants et pour les adultes. Donc, je sais par exemple que la Fédération des aveugles de France propose des ateliers certains matins pour apprendre aux adultes justement ce travail-là. Et en musée, on trouve beaucoup de ces illustrations à plat en 2D et c'est pas forcément ce qui est le plus accessible entre guillemets, même pour les adultes en tout cas. Il y avait une deuxième question très précise aussi d'Estelle qui demandait combien de temps l'atelier dure et je pense qu'Estelle parlait des ateliers de co-conception. Elle peut Ouais. me corriger si c'est soit en prenant la parole, soit dans le chat, si c'était pas exactement ça la question. Bah, au pire, je peux répondre. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Ok, super. Et ben, ça a duré à peu près 2 heures. Voilà, à peu près 2 heures. Le temps qu'on arrive, qu'on explique. En fait, au début, je fais une petite sensibilisation justement pour expliquer ces choses-là autour de l'image ou chez des tout jeunes enfants, on peut se dire qu'on va pas représenter toute la forme et tout ça et que c'est pas grave, qu'ils vont quand même comprendre les images, qu'ils vont quand même prendre du plaisir et en essayant de dédramatiser pour que les parents se rentrent dans la séance et puis ensuite, on se met au travail et voilà, ça a duré à peu près 2 heures parce qu'après, enfin, l'idée c'est que les enfants participent, puis après c'était un petit peu long pour eux. La plupart des parents sont repartis avec leurs livres adaptés. Il y en a d'autres qui l'avaient pas totalement fini, mais en fait, il leur restait plus qu'à coller les petites gommettes qu'on avait découpées, les petites gommettes dactyles dessus. Donc, ils sont repartis avec le matériel, ils l'ont fini à la maison. Voilà. Mais le processus de création et de réflexion avait été fait pendant l'atelier. Mais en Et on, général, en 2 heures, on a le temps. et on avait tenté avec Caroline l'année dernière de le faire en visio. Parce qu'il faut savoir que des parents d'enfants déficients visuels, ils sont répartis sur tout le territoire et ils ne seront pas forcément proches. Ils peuvent être isolés. Et voilà, c'est pas forcément évident de se rendre sur un lieu où il y avait les ateliers de co-conception. Et du coup, cette fois-là, on l'avait fait en 2 samedis matin. Et il me semble qu'on était resté sur du 1h30 la première fois, 1h30 la deuxième fois, c'est ça? Où Ouais. la première fois, on expliquait le concept, les différentes possibilités. Et on a laissé un mois aux familles pour essayer de bidouiller, bricoler chez eux. Et on s'est fait un petit atelier un mois après où chacun se montrait ses créations et où il en était, où on se posait des questions entre nous. Forcément, en visio, il n'y a pas le côté, voilà, chacun bricole chez soi et après on se montre. Et on s'était dit qu'on le referait et parce que c'était très chouette. Et on va le refaire, mais c'est pas encore. Et il y a encore une question, puis après je passerai la parole parce que finalement on est bavard comme tout et on va laisser passer le temps. Et il y a Chloé qui attend. Non, pardon, Céline qui attend. Il y avait une question, est-ce que des professionnels de bibliothèque peuvent être formés à l'animation de ce type d'atelier?
En fait, nous, on va créer des guides sur comment on a fait, comment ça s'est passé, comment on peut faire, qui seront accessibles gratuitement. Donc, on n'a pas fini de les faire, ça prend toujours du temps, mais qui seront accessibles, voilà, gratuitement, que vous pourrez récupérer et lire. Et vous aurez en fait toute notre démarche et tout ce qu'on a fait, et à vous ensuite de, à partir de là, l'adapter à ce qui vous semble le mieux pour vous aussi. Mais nous, on va tout, voilà, faire des guides où on va présenter tout ce qu'on a fait et comment on a fait. Merci Caroline en tout cas. Et puis du coup, on va laisser la place et la parole à Céline Touchard de l'association Lire, qui elle va vraiment revenir sur ce qui s'est passé pendant les temps de lecture et avec toute la richesse et la finesse des observations que les associations de lecteurs peuvent faire. Elle va nous faire vraiment des retours sur ces temps-là. Donc je me coupe la parole et je lui laisse. Merci Amandine. Est-ce que tout le monde m'entend et tout le monde voit le diaporama? Je, je crois que Chloé acquiesce. Ok, très bien. Du coup, moi, je vais revenir sur le cycle d'ateliers que nous avons mené en 2023 en région parisienne. Donc, suite aux rencontres en 2021 et 2022 qu'on avait eues avec les familles concernées par le handicap visuel d'un enfant et la mise en place, la rédaction du guide et de la bibliographie, nous avons sollicité le Centre national du livre qui nous a accordé une subvention qui nous a permis d'une part d'acheter tout ce qui se faisait en 2022 de livres accessibles des deux grandes maisons d'édition qui sont Mes mains en or et Les doigts qui rêvent, et d'autre part qui a financé un cycle d'ateliers euh, que l'on a voulu étaler sur l'île de France. Donc notre ambition initiale, c'était d'avoir un atelier par département. On n'a pas réussi à le mener comme tel, mais malgré tout, on a été un petit peu itinérant. Nous avons donc invité des familles dans différents lieux. Donc en janvier à l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles. En avril à la médiathèque de Chelles en Seine-et-Marne. Euh, En mai, nous sommes retournés à l'INJA à l'occasion de l'Assemblée générale de la NPEA. En septembre, à la médiathèque Marguerite Duras, qui est dans le 20e arrondissement de Paris et qui a la particularité d'avoir un pôle qui s'appelle Lire autrement autour des handicaps. Et enfin, en décembre, nous avons été accueillis par le centre Simone Deltil à Saint-Denis, qui est un centre médico-social spécialisé dans l'accompagnement, notamment l'accompagnement à la scolarité des enfants de 2 ans à 20 ans autour des handicaps sensoriels et des troubles du langage. Euh, je ne vais pas aller plus loin sur comment on a coordonné l'action, mais on pourra répondre à des questions si besoin. Je tenais juste à vous dire que, en tout, nous avons rencontré 22 familles, dont 30 enfants, et dans ces 30 enfants, 17 d'entre eux étaient atteints de déficience visuelle. Voilà, c'est assez diversifié. Donc, pour aller quand même un petit peu plus loin dans le dispositif, je tenais juste à vous dire que en fait l'équipe de Lire a tourné sur les séances parce que l'idée c'était qu'on puisse aussi tous expérimenter avec ce public. Et donc chaque séance en fait a été animée par 2 salariés et un bénévole au minimum. Et en fait, nous avons tous un peu mis la main à la pâte puisque nous avons du coup rédigé des observations que par la suite nous avons travaillé ensemble dans le cadre d'un pôle recherche qui était animé par Sylvie Reyna et dans lequel nous avons aussi confronté un petit peu nos observations à la littérature scientifique. Donc c'est là où nous avons découvert le travail de Caroline, mais aussi plus généralement de chercheurs comme Édouard Jantaz ou Sylvie Chocron. Euh, je tenais également à vous dire que nous avons suivi en début de cycle une formation avec l'association Mes mains en or. Alors, j'ai sélectionné 5 observations que j'ai shippées à mes charmants collègues. Par contre, je n'arrive pas à aller un petit peu plus loin dans le diaporama. Je vais retenter quelque chose. Je vais relancer le partage.
Voilà. Désolée pour les aléas techniques. Euh, la première observation, je l'ai piquée à ma collègue Delphine Corwin et je tenais également à dire que tous les prénoms des enfants ont été modifiés. Alors, j'ai la famille dans mon champ de vision et lorsque le papa s'accroupit pour parler avec sa fille, je m'approche avec un livre en main. Nous nous sourions avant de nous présenter. Il voit mon prénom écrit sur l'autocollant que je porte et le lit à voix haute pour sa fille. Alors, je tiens à préciser que c'est l'enfant le plus jeune que nous avons rencontré dans nos médiations, donc elle a 6 mois, et on l'appellera Émilie. Et la séquence se passe lors de l'Assemblée générale de la NPEA à l'INJA. Je continue rapidement ma présentation, puis je leur propose la lecture de l'album que j'ai entre les mains, Le petit livre des Je t'aime, édité par Les Doigts qui rêvent. Le papa accepte immédiatement la lecture, ils viennent donc vers le tapis et le papa installe Émilie sur le tatami en la couchant sur le dos. Je suis semi-allongée à côté d'Émilie et le papa est assis en face de nous. Je dis que je vais lui proposer une lecture, je lis le titre, puis j'ouvre l'album. Je lis le texte de la première page, détache la forme cœur, préviens Émilie que je vais toucher sa main avec un cœur, puis m'exécute en l'effleurant. Au bout de quelques secondes, Émilie attrape l'objet cœur et le porte aussitôt à la bouche. Le papa observe, sans chercher à retirer l'objet de la bouche de sa fille. Je félicite Émilie, verbalise le fait qu'elle goûte un cœur en papier, lui demande si elle apprécie la texture. J'annonce ensuite que je vais tourner la page. À nouveau, je lis le texte, puis décroche un deuxième cœur plus rugueux. J'effleure sa main avec, après l'avoir informée de mon intention. Alors qu'elle a toujours le premier cœur dans une main, Émilie se saisit du deuxième avec la main libre et le met à la bouche. Elle alterne ensuite entre les deux cœurs. Là encore, je mets des mots sur ce qu'elle fait, lui demande si les cœurs sont différents, puis poursuit la lecture et détache un troisième cœur. Cette fois, pour s'emparer de cet élément pelucheux, la petite lâche les deux premiers. Je ne suis pas certaine qu'elle mette ce cœur en bouche, car elle se retourne alors sur le ventre et le relâche à ce moment. Je continue d'effleurer sa main avec le quatrième cœur en feutrine et en 2 morceaux. Mais c'est sans doute plus difficile d'attraper ces objets dans sa nouvelle position et son papa l'assoit alors devant lui. On continue notre lecture. Émilie a repris le cœur pelucheux ainsi qu'un nouveau cœur que j'ai approché d'elle et les met tous les deux ensemble à la bouche. Elle garde ensuite seulement le nouveau cœur qui a des petites billes à l'intérieur et produit du bruit quand il est secoué. Émilie agite donc cet objet, le tapote un peu sur la jambe de son papa, puis continue à le secouer en l'air. Nous terminons la lecture et après avoir refermé le livre et indiqué à Émilie que l'histoire est terminée, nous échangeons avec le papa au sujet de la maison d'édition et à propos des bibliothèques qui peuvent avoir certains des albums en réserve. En touchant autour d'elle, Émilie retrouve un des petits cœurs que j'ai laissé éparpillé sur le tatami. Elle s'en saisit, puis le relâche presque aussitôt. J'émets l'hypothèse à voix haute qu'elle a peut-être reconnu cet objet et le papa sourit. Donc c'est une observation qui continue plus longtemps. On va s'arrêter là et je reviendrai un peu plus tard sur ce qui s'est passé ensuite. J'espère que vous avez toutes et tous réussi à visualiser la séquence qui, quand on connaît notre travail, est quand même assez similaire aux observations que nous pouvons produire dans d'autres lieux et avec d'autres publics. C'est une situation qui est quand même assez classique. Euh, et on y voit notamment la relation interpersonnelle entre la lectrice, les parents et et le bébé, mais également justement la notion d'exploration sensorielle qui là va très très peu passer par la vue, mais effectivement par l'oralité, la mise à la bouche et aussi la dimension tactile de l'exploration. Alors, quels que soient les lieux dans lesquels nous faisons la lecture à voix haute, nous apportons ou nous laissons toujours beaucoup d'albums, puisqu'il nous paraît important que tous les enfants aient accès à la production jeunesse dans sa diversité et sa pluralité, comme l'a expliqué Chloé. Donc là, vous pouvez voir une photo d'aménagement assez typique de livres, ici à l'INJA, et cette fois-ci avec la spécificité de mélanger livres issus du commerce et livres de maisons d'édition spécialisées. La photo suivante qui, elle, montre justement comment
le public, les enfants, les familles s'emparent de nos aménagements. Et effectivement, on peut voir que dans ce visuel, il y a beaucoup de monde, un groupe qui est assez hétérogène en âge, en niveau de déficience visuelle aussi, hein. Il y a des enfants voyants, des enfants aveugles, des enfants avec différentes déficiences visuelles et des adultes. Et on voit effectivement que tout le monde papillonne un petit peu, s'empare de livres, soit pour explorer ou lire seul, soit pour partager entre enfants ou avec un adulte. Alors, je reviens rapidement sur Émilie et ses parents, puisque à la suite du livre des Doigts qui rêvent, les 2 livres suivants qui ont été lus avec Delphine, ce sont des livres issus du commerce classique, qui ne sont pas adaptés, comme Pom 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 de Corinne Dreyfus, qui par contre fait partie de notre bibliographie dans la catégorie des contrastes. Mais également Bateau sur l'eau chez Didier Jeunesse, qui là n'est pas du tout dans notre bibliographie et n'a absolument aucune dimension tactile. Cependant, comme c'est une berceuse adaptée en livre, c'est un livre et c'est une collection plus généralement qui a beaucoup de vertus dans nos médiations, parce que effectivement, ils permettent de faire le lien avec le patrimoine oral des jeunes enfants, la culture petite enfantine globale que partagent en fait tous les enfants, quel que soit leur contexte d'accueil ou contexte de vie. Lors de notre médiation à la médiathèque de Chelles, nous rencontrons un petit garçon de 2 ans environ qui souffre d'une maladie dégénérative qui conduit souvent à la cécité. Quand on le rencontre, ses parents expliquent à mon collègue Stéphane Boulanger qu'il a à ce moment-là une capacité de vision proche de celle d'un nourrisson, c'est-à-dire une vision d'à peu près 30 centimètres. Très peu assuré dans un premier temps, Arthur est accroché à son papa, qui le rassure, le prend régulièrement dans ses bras et lui explique tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils sont en train de faire. Il emmène d'ailleurs régulièrement son petit garçon se promener dans l'espace pour qu'il puisse prendre ses repères dans la bibliothèque. Spontanément, la première lecture qui est proposée à Arthur, c'est un livre tactile, donc Au voleur chez les doigts qui rêvent. Et en fait, à la surprise générale, ce livre va mettre le petit garçon très très mal à l'aise. On se rend compte qu'il a du mal à accepter de toucher les illustrations tactiles et qu'il produit avec sa bouche un petit vrombissement qui semble assez typique d'une manifestation de stress. Finalement, après discussion avec le papa, qui explique qu'Arthur aime bien les livres à puce, vous savez, les livres qui font de la musique quand on appuie dessus, Stéphane va leur proposer de chanter une chanson ensemble, une comptine, et il va prendre le livre Frère Jacques de Didier Jeunesse, qui, comme Bateau sur l'eau, n'est pas adapté. Il n'est pas tactile. Donc, c'est un livre qui a la particularité d'être multilingue. Il se chante d'abord en français, puis en espagnol, puis en anglais et en italien. Et les 2 hommes vont se mettre à chanter. Ils vont vraiment envelopper le petit garçon de leur voix et aussi ajuster la modulation de leur voix à ce qu'ils vont observer des réactions d'Arthur. Et finalement, en fait, c'est le passage par la comptine et par ce moment de lecture chantée qui va détendre le petit garçon et qui va l'aider, en fait, à prendre un peu d'aisance dans ce lieu inconnu et plein de bruits parasites. Alors, notre séance au centre Simone Deltil nous a amené à apporter d'autres livres, d'autres types de livres non tactiles, comme on peut le voir sur l'image de gauche, avec ce grand imagier qui est édité chez Syros. Alors, j'ai plus le nom de l'autrice en tête, mais c'est un livre qui a été créé par l'association Doulala, qui est spécialisée dans l'accueil des langues maternelles. Et donc, ce livre, c'est un imagier multilingue dans lequel cohabitent 9 langues différentes, dont le russe, le turc, le soninké, par exemple. Donc, notamment des langues qu'on voit pas forcément dans la production jeunesse plurilingue.
En fait, c'était une des demandes soumises par le centre Simone Deltil, donc qui est en Seine-Saint-Denis, et en fait, qui cohabitent avec des familles de plein de cultures différentes et qui ont plein de langues maternelles différentes. Donc, nous avions convenu que nous apporterions en plus de la malle de livres spécialisés, des livres dans différentes langues, soit du plurilingue, soit en langue étrangère, au regard d'une liste qui nous avait été communiquée un petit peu avant la séance. Alors, par exemple, pendant cette séance, il s'est passé quelque chose de rigolo puisque nous avions amené un livre dont j'ai pas le visuel aujourd'hui, qui est en fait un livre en français, arabe et berbère et qui reprend un conte traditionnel kabyle autour d'une ogresse qui s'appelle Roula et qui est très populaire dans la communauté kabyle. Et en fait, deux familles étaient issues de cette communauté et en fait se sont amusées à lire, à retrouver le conte et à se le lire en fait entre elles et avec les enfants. Donc voilà, c'est juste aussi pour rappeler que nous, quand nous intervenons en qualité de médiateur du livre et de la lecture, et que un de nos objectifs, c'est effectivement la reprise de la lecture à la maison et l'appropriation des équipements publics que sont les bibliothèques. Donc on cherche aussi à élargir les possibles et à pas avoir uniquement la porte d'entrée du handicap visuel. J'en viens à la question de la place des parents et des familles dans ce type de médiation. À la fois le côté du dedans, l'intrafamilial, et puis du dehors, l'interfamilial. Donc tout d'abord, la question des fratries, puisque je vous ai dit qu'on avait rencontré 30 enfants, dont 17 atteints de déficience visuelle. En fait, ça veut dire que les familles sont venues avec les frères et sœurs. Et ça, c'était un de nos objectifs. On trouvait que c'était important de pouvoir permettre à la famille entière de se retrouver lors de ces médiations si elle en avait le souhait et la possibilité. Et ça nous permettait aussi de ne pas exclure des familles monoparentales ou qui ne peuvent pas faire garder les frères et sœurs. Un autre objectif qui est important pour nous, c'était de pouvoir favoriser un espace d'échange entre parents, donc entre pairs PAIRS, car il est évident que notre expertise sur la lecture, elle est située, elle est contextualisée, et en fait, nous ne sommes pas, vous l'aurez compris, spécialistes du handicap, donc nous n'interviendrons jamais sur des considérations médicales, pédagogiques ou sociales autour de la situation familiale. D'où l'intérêt de travailler en partenariat avec des partenaires d'horizons différents et aussi de laisser un espace d'expression et d'action aux parents. Donc voilà, nous avons observé différentes manières chez les parents d'investir nos propositions et surtout de cohabiter ensemble. Et il faut savoir que euh, les échanges interfamiliaux ne sont pas toujours un objectif prioritaire pour les structures qui nous accueillent et aussi pas forcément une volonté pour les parents qui viennent en premier lieu pour partager un moment en famille. Et nous devons le respecter, bien sûr. Nous avons cependant assisté à de beaux moments entre familles, notamment celle du petit Arthur dont j'ai parlé précédemment, dont les parents sont arrivés avec beaucoup de questions autour de l'apprentissage du braille et aussi de la vie future avec un enfant qui ne voit pas. Et en fait, c'était des questions auxquelles c'était compliqué pour nous de répondre. Et comme je vous disais, on ne souhaitait pas intervenir là-dedans. Donc, il se trouve que lors de cette médiation, une autre famille avec un grand garçon qu'on va appeler Eddy, un grand garçon de 13 ans était présente. Et en fait, la maman d'Eddy s'est rendue disponible pour échanger avec celle d'Arthur. Et en fait, entre des moments de lecture en famille, ils se retrouvaient aussi pour échanger entre eux. Alors, s'il existe un endroit, un espace qui favorise les échanges entre parents, c'est bien l'Assemblée générale de la NPEA, où nous retrouvons depuis 2021 les familles.
Et en 2023, la maman d'une petite fille que nous retrouvons régulièrement lors de nos médiations a ainsi confié son intérêt pour les ateliers de confection menés par Caroline. Et en fait, elle est venue avec ses productions voilà, pour pouvoir les présenter aux autres parents. Et elle a expliqué à mon collègue Frédéric Boyer son processus de création en lien avec sa fille qu'on va appeler Linda. Le premier album se nomme La Gratitude, illustration Sarah Ward. Donc c'est l'album que l'on voit à gauche. La maman m'explique comment elle a cherché avec sa fille à représenter les images. Pour représenter la page avec écrit Le monde où j'habite, la maman a collé une bulle blanche et Linda a choisi les matières représentant son monde. Pour représenter le papa, Linda a choisi un bouton en bois assez volumineux. Par la suite, je demande à la maman si elle observe le fait que réaliser le choix de matière avec sa fille semble l'aider à mémoriser ou à comprendre la situation représentée sur la page et elle me confirme que oui. Elle va saisir la main de sa fille qui faisait tout autre chose, lui dire que l'on parle de la gratitude et lui faire toucher le gros bouton. Elle demande « Qui c'est ?» et la petite répond immédiatement « C'est papa ». La mère m'explique aussi les limites du procédé lorsqu'elle souhaite représenter les émotions ou les verbes d'action. Donc, confère l'image de droite, le lapin Lascaux. Elle a été bloquée aussi pour représenter l'ombre d'un épouvantail sur une image. Du coup, c'est sa fille qui a débloqué la situation et a choisi la matière elle-même. Alors, pour terminer les observations, moi, je voulais aussi revenir sur la réception des enfants aveugles ou malvoyants par rapport aux livres qui sont faits pour eux. Dans nos médiations, donc, nous avons rencontré, comme vous avez pu le voir, des âges différents, des niveaux de handicap visuel variables, certains enfants avec des troubles associés divers, des troubles autistiques ou cognitifs, mais aussi des enfants avec des niveaux d'aisance dans la lecture également très divers. Je rappelle que notre but n'est jamais d'évaluer les compétences en littératie des enfants. Cependant, on ne peut pas en faire abstraction quand on lit avec un enfant et en fait, il faut qu'on le prenne en compte pour ajuster notre accompagnement. Dans certaines situations, il nous a semblé que plus les enfants étaient à l'aise dans la lecture, que ce soit la lecture de l'image tactile ou du texte en braille, plus ils étaient en capacité de rebondir sur la matérialité du livre, comme pour démontrer aussi leur expertise à eux dans ce domaine. Leur expertise, mais aussi leur connivence, leur adhésion ou pas, par rapport aux choix techniques et artistiques faits par les illustrateurs. À deux reprises et dans deux temps de médiation différents, deux garçons qui se qualifiaient eux-mêmes de mauvais lecteurs nous ont impressionnés pour leurs compétences de lecture, qui étaient tout à fait honorables, mais surtout pour leur maîtrise des codes de l'album tactile, qui étaient bien plus fines que les nôtres. Parce que nous nous focalisons sur l'image en tant qu'objet visuel. Ainsi, à l'INJA, avec un garçon déficient visuel de 8 ans, environ, que nous appellerons Dario. Dario se penche pour prendre au voleur en disant qu'il ne le connaît pas, celui-là. Il me précise que par contre, il ne lit pas encore très bien. Je lui demande s'il veut que nous lisions ensemble. Il accepte, puis cherche tout de suite à lire le braille. Il lit tout ce qu'il y a sur la couverture, puis sur la page de garde, en repérant que le braille est en jaune. Sur la page de garde, il s'étonne qu'il y ait un encadré. J'indique que c'est le QR code pour avoir une version audio de l'histoire. Dario parvient même à lire l'adresse Internet. Pour LDQR, il dit « Oui, bon, on va dire les doigts qui rêvent, hein. » On commence ensuite la lecture du récit. Il parle des doigts pour les empreintes et repère qu'elles sont sur plusieurs pages. Parfois, il met d'abord sa main sur la page de droite où se trouvent les illustrations et dit qu'il va commencer par lire de l'autre côté. Il se demande plusieurs fois si les illustrations sont vraies ou synthétiques. Pour le muret de pierre, il touche après m'avoir demandé et m'annonce que c'est du synthétique, c'est sûr. Pour les feuilles de lierre, il dit que ce sont des vrais car on sent les rainures et qu'une imprimante 3D ne pourrait pas faire aussi bien, qu'il n'y a pas la technologie pour ça. Avec l'apparition de la caverne, il repère qu'il y a du noir et il le dit. Sur la dernière page,
il comprend que l'animal représenté est un lapin. Et là encore, selon lui, ce sont de vrais poils. Alors, je suis pas sûre de son expertise sur ce coup-là, mais en tous les cas, il était assez catégorique. C'est à ce moment-là que son frère et son ami reviennent et ils caressent le lapin en disant qu'il est doux. Ils repartent tous les trois pour jouer au baby-foot en se demandant qui va gagner. Je vais revenir pour terminer sur Eddie, le grand garçon de 13 ans que nous avons rencontré à Chelles, dont la maman nous expliquera qu'il ne sait lire le braille que depuis le confinement de 2020, soit depuis ses 10 ans. Eddie est né aveugle, voilà, il est aveugle de naissance. Euh, Eddie, pendant qu'on discute avec maman, il a enchaîné plusieurs albums à voix haute et il a commencé à lire de manière peu assurée, en s'excusant systématiquement dès qu'il repérait qu'il faisait une faute. Donc il s'interrompait et disait pardon. Pour finalement, après un peu de pratique et sûrement sécurisé par la bienveillance des adultes autour de lui, euh, il va aller jusqu'à mettre le ton dans les dialogues du livre Scritch, Scratch, Deep Clapote, dont Caroline a parlé tout à l'heure. Et là, je vais emprunter l'observation de ma collègue Pascal Pizzanelli. Il trouve l'ouvrage imposant et ça semble l'enthousiasmer. Il prend le temps de lire tous les éléments de la couverture, puis tous les éléments de présentation des personnages. Jérôme, maman, papa. Il parvient aisément à identifier les éléments graphiques. Il s'amuse du rituel du coucher entre Jérôme et sa maman et m'indique que ça lui évoque des souvenirs. Il interpelle alors sa maman pour lui en faire part. Puis arrivent dans le récit les mots scritch, scratch, dip, clapote. Au début, il n'en comprend pas bien le sens. Sur la page du monstre squelette, il reconnaît les matières, fil de Scooby-Doo et perles, mais pas ce que ça représente. Je reste silencieuse et le laisse poursuivre sa lecture. Lorsqu'il comprend ce que Jérôme imagine, il retourne sur les éléments, le Scooby-Doo, les perles, et me dit « Ah oui, c'est ça ». Il est triste quand Jérôme se sent profondément seul. Il glisse ses doigts dans la couette. Il me dit qu'il pense à sa grand-mère qui vit la même chose. Sa maman intervient alors pour lui dire qu'il y a des gens avec elle malgré tout. Il adore la représentation du lit avec les draps et s'exclame « Eh bah, ils ont bossé dur ». Il me demande s'il met bien le ton, il apprécie le rythme des dialogues et cherche la bonne intonation et recommence quand il estime qu'il le faut. Vers la 20e page, il lit le numéro de page en bas. Il est tout content de sa progression et s'en amuse tout au long de sa lecture. Il me dit que ça lui donne l'idée de s'enregistrer sur son téléphone braille pour le faire écouter aux autres. Quand il m'y autorise ou qu'il m'y invite, je lui donne les petites indications qui semblent lui manquer. Sa maman nous rejoint, elle le questionne et l'accompagne tout en douceur et patience. On sent qu'elle tient à s'assurer de sa bonne compréhension de l'histoire, mais elle ne le brusque pas. Maintenant, il s'amuse avec la répétition du scritch, scratch, dip, clapote. Et il met le ton. Au début, il n'avait pas compris que Jérôme était une grenouille et que lui et sa famille habitaient dans une mare. Mais à la fin du livre, tout prend sens. Il parle de la taupe qui creuse des galeries, qu'il croyait être une créature sous-marine, puis de l'oiseau et du poisson. Alors, en fait, cette observation, elle a duré un long moment, presque tout le temps de notre médiation qui dure 2 heures. Et parce qu'en fait, Eddie va relire plusieurs fois le livre. Et au moment de clôturer la séance et le moment où tout le monde range, Eddie va être félicité par plusieurs adultes et il va nous confier qu'il aimerait avoir des livres aussi beaux que ceux qu'il a vus à la bibliothèque à l'école. Il repartira d'ailleurs avec sa carte de bibliothèque et bien sûr sous le bras son exemplaire de Scritch Scratch Dip Clapote. Alors, avant de rendre la parole à mes collègues, je vais profiter de cet espace pour remercier les lieux qui nous ont accueillis pour ces médiations et puis saluer également les familles qu'on a pu rencontrer et avec qui on a partagé peut-être une histoire. Et je laisse la parole à Amandine peut-être. Et voilà, je reprends la parole et on se disait avec ma collègue Julie que on adorait à chaque fois écouter les observations, que ça devait être des moments sacrément émouvants, fallait s'en remettre après chaque séance. Merci à toi, Céline, pour tous ces retours. Je vais dire
quelques mots en conclusion, puis vous proposer, si certains souhaitent nous poser des questions, de ne pas hésiter. Juste revenir sur ce sur quoi on voulait vraiment pointer suite à tout ce travail qu'on a fait ensemble, c'est vraiment de garder en tête qu'un enfant déficient visuel ne ressemble pas à un autre déficient visuel, à un autre enfant déficient visuel. Que nous, on veut vous sensibiliser au fait de partir de l'enfant, de ce qu'il arrive à voir d'ailleurs, hein, parce que souvent ils ont un reste visuel, donc c'est pas forcément rédhibitoire. On peut, voilà, avec des contrastes, avec des choses, il y a plein de livres à explorer. Et aussi parce qu'un enfant déficient visuel ne se résume pas qu'à cette déficience, c'est partir de ses centres d'intérêt, de son contexte, de son environnement. Euh, En fait, ça nous fait dire que le livre adapté n'est pas forcément toujours parfait, mais la lecture, ça reste magique. Euh, donc, c'est pas parce que le livre il est adapté qu'il va être adapté à cet enfant. Donc voilà, il faut proposer. De toute façon, c'est la diversité des livres, la diversité des supports, toutes les expérimentations des enfants qui vont les faire rentrer dans la lecture plaisir. Et là, on insiste vraiment, le temps qu'on vous a proposé ce matin, c'était vraiment d'échanger autour de la transmission de la lecture plaisir. Je crois que Caroline l'a indiqué aussi plusieurs fois, hein. Nous, on n'est pas du tout dans un objectif pédagogique ou scolaire qui va être traité dans d'autres lieux. Euh, donc nos objectifs ne sont pas les mêmes et nos enjeux ne seront pas les mêmes. Euh, Ce que Céline a aussi bien mis en avant et qu'on souhaitait aussi remettre l'accent dessus, c'est sur la place des parents dans la lecture avec leur enfant. Notre objectif aussi, c'est que la lecture puisse se continuer à la maison et que ce qu'on puisse faire rendre les parents légitimes et compétents, et en tout cas qui se sentent à l'aise à proposer des livres et à lire avec leur enfant. C'est bien que la transmission de la lecture plaisir, ça se passe aussi par ce qui se passe à la maison. Petite chose à savoir, on l'avait noté dans notre livret, mais un enfant aveugle qui ne voit pas ses parents lire, ne va pas pouvoir se construire dans l'acte de lecture par imitation. Donc, des fois, ça peut être intéressant de dire, bah, tiens, tu vois, je lis, touche mon livre. Il y a aussi cet aspect-là quand on dit de mettre les livres dans la main des enfants aveugles, c'est aussi qu'ils se rendent compte de l'objet livre et de voir que leurs parents lisent. On voulait aussi pointer le fait de travailler en réseau, en pluridisciplinarité. Si on ne s'était pas rencontrés il y a 3 ans, je pense qu'on n'aurait pas fait du tout la même chose. Et que c'est grâce à cette rencontre qu'on a pu avancer sur ce chemin. D'insister aussi donc, sur le fait d'aller en direction des familles, de passer par les associations, de passer par les établissements, les professionnels qui accompagnent ces enfants pour pouvoir les toucher. Avoir en tête que c'est des familles qui sont souvent très occupées, que les enfants ont parfois des suivis conséquents ou de la réadaptation, etc. Donc être à leur écoute pour trouver les moments le plus où ils peuvent être disponibles. Oui, tout à fait. Je vois qu'on me demande, on va vous redonner nos coordonnées, on peut vous envoyer des exemplaires du livret. Céline a cité aussi sur le fait d'accueillir les fratries, de penser les actions comme des actions pas forcément dédiées mais inclusives. Euh, Parce que justement, nous, on accueille systématiquement dès qu'on fait des actions, les fratries voyantes sont les bienvenues parce que un enfant, ça se prend avec sa famille et avec son environnement, notamment sur les temps de loisirs, de plaisir, de week-end. Et l'intérêt est de proposer des actions inclusives. J'avais noté aussi deux, trois petites choses. Juste, donc vous avez vu, vous vous souvenez peut-être ce que j'ai évoqué au tout début, de bien garder en tête tout ce qu'on le dit pour lire à des bébés, toute l'importance de lire à des bébés, de ce qu'on va leur transmettre dans le plaisir du texte, dans le plaisir du livre. C'est vrai pour les enfants déficients visuels. Il n'y a rien de nouveau ou d'autre. Sauf que ce besoin-là, il est encore plus exacerbé parce que le livre ou l'écrit ne va pas se donner par la vue. Les enfants aveugles ont encore plus besoin de cet accès-là. Et il peut y avoir un phénomène d'autocensure des fois où on va se dire, bah, il est aveugle, donc je lui propose pas un livre. Ça me paraît un album, ça me paraît complètement aberrant. Alors qu'au contraire, c'est de lui donner cet objet livre qui va lui permettre après d'entrer dans la littératie. Je pense que je vous ai à peu près dit. Alors, j'imagine que j'ai forcément oublié quelque chose. On va passer, et je tiens à dire merci quand même à vous toutes d'avoir joué le jeu là autour de l'écran, Céline, Chloé, Caroline.
On espère qu'on vous a apporté des choses. Moi, je vais vous mettre un petit lien vers un questionnaire pour nous faire vos retours et nous donner voilà, vos infos. Éventuellement, vous laisser, que vous puissiez nous laisser vos mails si vous souhaitiez être tenus au courant encore de nos actions. Et puis, c'est à peu près tout. Est-ce que certains, alors je vais me retourner vers Julie, voir s'il y a des questions dans le chat. Et puis, si certains veulent en profiter pour prendre la parole ou adresser leurs questions directement, n'hésitez pas à lever la main. Peut-on avoir une bibliographie? Alors, on nous demande si on peut avoir une bibliographie. Alors, la bibliographie qu'on a commencé à travailler, qu'on avait travaillé en 2021-22, est présente dans le livret. Elle est aussi accessible en ligne sur notre site. Je vais vous renvoyer tous les liens. Ouais, Julie va vous mettre le lien dans le chat, mais je vais aussi vous renvoyer les liens dans un mail après. Est-ce que tu avais d'autres questions aussi? Et pour toi, est-ce qu'on fait partie du... Ah, je vois, effectivement. Est-ce que nous sommes consultés pour le futur portail de l'édiction accessible? Alors, oui, nous, l'association ANPA, on est consulté. Et donc, oui, on est consulté. Mais la priorité de ce portail, ça sera de faciliter l'accès aux documents numériques, ce qui est effectivement essentiel, puisqu'à partir d'un certain âge, la plupart des personnes déficientes visuelles vont utiliser des supports numériques. Mais que pour nous, il nous semble important de défendre le papier. Et puis là, il ne s'agit plus de défendre que le papier. Et le livre est essentiel pour les plus petits. C'est pas avec une tablette ou quand on va se familiariser avec l'écrit ou avec le livre. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions? Alors, je ne sais plus à partir de... Non, c'est bon, il y a... C'est tout bon. Ouais. Alors, on ne propose pas de webinaire pour d'autres types de handicap parce que notre expertise et notre compétence, elle est autour de la déficience visuelle. Mais il y a d'autres organismes qui peuvent proposer peut-être des sensibilisations. Je sais qu'il y a la semaine de l'édition jeunesse accessible qui aura lieu en novembre, où vous allez peut-être avoir d'autres clés autour d'autres types de handicap. Malgré tout, je tiens à signaler que tous les livres tactiles fonctionnent hyper bien. Je pense que les lectrices pourront le dire aussi, avec tous les enfants. Et c'est une autre approche du livre. Et du coup, par exemple, quand il y a une déficience intellectuelle ou quand il y a des troubles du comportement, alors, franchement, ça marche avec les enfants qui n'ont pas de troubles particuliers parce que cette approche sensorielle, de toute façon, elle marche avec tous les enfants. Je ne sais pas si les lectrices souhaitent... Oui, en fait, on les utilise aussi pas mal, ces livres-là, dans les centres de loisirs à parité. Ce sont les centres de loisirs qui accueillent les enfants valides et en situation de handicap. Et effectivement, je confirme qu'ils fonctionnent très très bien, avec différents types de handicap. On n'a plus de questions sur le chat, je crois. Ah, s'il y a peut-être Caroline, quand les guides sur la co-conception seront disponibles, comment ils seront sur quel site a priori? Est-ce que tu sais déjà comment ils seront diffusés? Elle a mis dans le chat le site. Alors, c'est un projet qui est financé par la FIRA, donc je pense qu'ils les publieront sur le site, mais je pense que on pourra aussi mettre un lien ou une com sur la NPEA si, Oui, ça sera. Oui. avec le lien enfin, qu'on remettra. Voilà, on Oui. pourra faire quelque chose pour le diffuser, quoi, sur le site de la D'ailleurs, NPEA. je vous ai dit que je vous mettais le questionnaire et je ne vous l'ai pas mis. Je vous le mets tout de suite et je vous le renverrai par mail. Je vous le mets dans le chat où vous pourrez nous laisser et vous pourrez vous laisser votre mail. Vous nous autoriserez à continuer à vous contacter en fait par le biais de ce questionnaire. On pourra vous envoyer les infos quand elles seront disponibles. Merci pour vos remerciements. Et puis je redis merci à la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture qui nous a permis tout ce travail sur cette année 2025. Caroline, tu as des remerciements sur les éléments techniques, sur les parties. Merci. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ou faire un retour d'expérience, c'est toujours possible. N'hésitez pas. Il nous reste quelques minutes. On a presque respecté le timing. On peut être très fiers de nous. Parce que c'était franchement à préparer en amont sur 2 heures, c'était pas toujours évident. Donc n'hésitez pas. Et puis si jamais vous pensez à d'autres questions, voilà, vous n'hésitez pas dans le questionnaire que je vous ai laissé et que je vous renverrai, vous pourrez nous reposer des questions et on se les dispatchera entre nous pour pouvoir vous répondre au mieux.
Si personne n'a d'autres demandes dans l'immédiat, merci à vous en tout cas aussi d'avoir été présents. Et effectivement, on essaiera de mettre un replay à disposition pour ceux qui n'ont pas pu venir ou ceux qui n'ont pas pu rester tout le temps. On vous souhaite une bonne journée et on espère vous avoir donné envie de mener plein d'actions envers nos enfants et de vous avoir donné quelques clés aussi pour vous sentir, alors ça on l'avait évoqué rapidement aussi avec les lectrices, pour vous sentir légitime en tout cas à lire en tant qu'acteur du milieu culturel. Voilà, sans dans cette idée de transmission de la lecture loisir et de la lecture plaisir. Et ben, on va mettre fin du coup à cet échange. N'hésitez pas à rester en contact avec nous. Merci. Au revoir.